La belle-mère distribue les titres de propriété entre les 3 belles-filles. Ils m'ont simplement ignoré. Je n'ai absolument rien reçu. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement et discrètement annulé le forfait de traitement contre le cancer de 10 millions d'euros en Suisse. Lorsqu'elle s'en est aperçue et m'a demandé pourquoi, je lui ai souri et j'ai dit quelque chose qui a fait pâlir toute la famille. Cette journée était ensoleillée et magnifique. La lumière dorée se déversait doucement sur le vaste jardin du Port-Chalet, rendant les compositions d'orchidées qu'elle avait commandées à Amsterdam encore plus splendides. Le tintement des verres en cristal, les rires joyeux des parents, mêlés à une musique douce, créaient une scène de plénitude et d'harmonie parfaite. Je restais silencieuse, blottie près du bar, tenant un verre d'eau, observant discrètement ma belle-mère. Donia Carmen rayonnait dans son élégante robe de soirée en velours brodé, assise à la place d'honneur, recevant les éloges. En voyant son sourire satisfait, un sentiment amer et indescriptible m'envahit, car toutes les dépenses de cette fête luxueuse, du jambon ibérique sur la table jusqu'à l'orchestre de musiciens qui jouaient, avaient été retirées de mon compte personnel. Au cours de mes 5 années, puisque je n'étais pas plus âgé, je n'avais jamais rien épargné pour la famille de mon mari. Lorsque Donia Carmen a reçu un diagnostic de cancer de stade 3, c'est moi qui me suis démené, vendant même mes bijoux de dot et empruntant à des amis pour l'emmener dans les meilleures cliniques à l'étranger. Je croyais que ma sincérité et mon affection seraient récompensées par de l'amour ou du moins par de la reconnaissance. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, j'ai réalisé avec horreur mon erreur, une erreur qui m'a coûté ma jeunesse et mon argent. Le micro a émis un long sifflement, attirant l'attention de tous. Donia Carmen s'est levée, le visage radieux, alors qu'elle annonçait la partie la plus importante de la célébration, la remise des cadeaux à ses enfants. Elle a fait signe à mes 3 belles-sœurs de monter sur l'estrade. La femme de Pedro, la femme de Miguel et la femme d'Andrés, vêtues de robes de cérémonie éblouissantes, sont montées en souriant comme des fleurs. Donia Carmen a lentement ouvert un plateau recouvert de velours rouge. À l'intérieur se trouvaient 3 actes des titres de propriété brillants dont la couleur rouge intense me brouillait la vue. Elle proclama solennellement, « Aujourd'hui, en ce jour heureux, j'ai un petit cadeau pour mes belles-filles. » Il s'agit de 3 appartements de luxe dans le centre de Madrid, chacun d'une valeur de 200 000 euros. Je les donne à Pedro, Miguel et Andrés et à leurs épouses afin qu'ils puissent s'installer avec stabilité et prospérité. Une ovation tonitruante a éclaté. Les murmures d'admiration étaient incessants devant la générosité de la belle-mère idéale de la nation. Je restais figé, serrant le bord de mon verre d'eau jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. J'ai attendu en vain que mon nom, Isabella, soit appelé. Mais il ne l'a pas été. Après avoir remis les 3 actes, Donia Carmen a pris le micro et m'a regardé. Son regard ne montrait pas le moindre remords, mais une cruelle indifférence. Elle parla d'un ton condescendant, « Quant à Isabella, elle est l'aînée et la directrice d'une grande entreprise. Elle a déjà une maison spacieuse et tout ce dont elle a besoin. Je sais que tu es la personne la plus généreuse et la plus compréhensive de la famille, alors s'il te plaît, transmets cette bénédiction à tes belles-sœurs. Elles sont encore en difficulté, et toi, en tant que sœur aînée, tu dois te sacrifier et prendre soin d'elle. » Toute la salle s'est tournée pour me regarder. Des yeux curieux, scrutateurs, voire pitoyables, étaient fixés sur la belle-fille aînée, riche, mais marginalisée. Mes belles-sœurs m'ont jeté des regards en coin. Leurs yeux ne pouvaient cacher leur satisfaction et leur provocation, comme si elles avaient gagné une course à laquelle je n'avais même pas été autorisé à participer. Fernando, mon mari, était assis à une table voisine. Il ne s'est pas levé pour me défendre ni n'a dit un seul mot en ma faveur. Il a simplement baissé la tête, tirant discrètement sur l'ourlet de ma jupe, et a chuchoté entre ses dents, « Souris. N'embarrasse pas ma mère devant les invités. C'est juste une maison. Est-ce que nous manquons d'argent ?» Les paroles de Fernando furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase, brisant le dernier lambeau d'espoir qu'il me restait concernant ce que nous appelions l'affection maritale. Je n'ai pas pleuré et je ne me suis pas précipité sur scène pour faire une scène comme une femme vulgaire. J'ai pris une profonde inspiration, réprimant l'humiliation au plus profond de moi, puis j'ai offert un faible sourire, un sourire que même moi je sentais glacial. J'ai levé mon verre d'eau vers Donia Carmen pour un toast, puis je me suis retourné et je suis sorti silencieusement sur la terrasse venteuse. Le vent du fleuve Guadalquivir soufflait, apportant de l'humidité, mais il ne pouvait apaiser le feu qui couvait dans mon cœur. J'ai sorti mon téléphone. Ma main ne tremblait plus, mais était devenue étrangement stable. J'ai composé un numéro international.
L'autre personne a répondu rapidement avec une voix professionnelle en anglais. J'ai prononcé chaque mot lentement et froidement. Bonjour, est-ce le docteur Moreno? Je voudrais annuler immédiatement le forfait de traitement par cellule souche Platinum Life pour la patiente Carmen Alonso. Son rendez-vous était prévu pour le mois prochain. L'autre personne a semblé surprise, confirmant une fois de plus la décision d'annuler le service évalué à 1,1 million d'euros, ce qui représentait un engagement total d'environ 10 millions d'euros. J'ai regardé à travers la vitre. À l'intérieur, Doña Carmen serrait et embrassait ses belles-filles. Cette scène de bonheur familial était éblouissante. J'ai répondu les lèvres pincées, catégoriquement, oui, annuler tout, même le dépôt non remboursable. J'ai immédiatement raccroché le téléphone, fixant l'écran noir qui reflétait mon visage. La femme que j'y voyais avait les yeux tristes, mais n'était plus résignée. J'ai pensé un jour que l'argent n'était pas aussi important que les liens familiaux, mais aujourd'hui on m'avait enseigné une leçon très coûteuse, quand on utilise l'argent pour acheter une position dans la famille d'autrui, quand l'argent vient à manquer ou que votre valeur disparaît. Les liens familiaux s'arrêtent aussi. J'avais laborieusement économisé ce forfait de 10 millions d'euros, utilisant tous mes contacts pour réduire le prix à 4 millions payables sur 5 ans. C'était tout mon effort et mon héritage, mais ce n'était plus nécessaire. J'ai ajusté ma robe, lissé mes cheveux et je suis retourné dans la salle de fête avec une expression étrangement radieuse. Ma sérénité semblait rendre l'atmosphère autour de la table inconfortable. Doña Carmen était toujours dans une euphorie de victoire. Elle allait de table en table pour porter des toasts. Son rire strident résonnait dans la grande salle. Quand elle m'a vu m'asseoir, elle s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. Ce contact, que j'avais auparavant confondu avec de l'affection maternelle, ressemblait maintenant à un serpent froid glissant sur ma peau. Elle pensait que j'avais accepté l'injustice comme tant de fois auparavant, que je continuerais à être la bonne belle-fille soumise qui ne saurait que baisser la tête et obéir. Doña Carmen a élevé la voix, s'assurant que toute la table entende son inquiétude. Isabella, j'ai déjà pris mes dispositions. J'ai mon examen à Genève le mois prochain. S'il te plaît, occupe-toi de réserver des billets d'avion en première classe pour tes beaux-parents. Ils n'ont jamais voyagé à l'étranger. Laisse-les profiter de l'occasion et faire un peu de tourisme pour élargir leurs horizons. Tu es la belle-fille aînée. C'est ton devoir de t'occuper de tes beaux-frères. C'est ce qu'il convient de faire. Mes 3 belles-sœurs, assises en face de moi, souriaient avec des yeux brillants de cupidité. La femme de Pedro dit rapidement, comme c'est gentil. Merci d'avance, Isabella. N'oublie pas de réserver un hôtel 5 étoiles. J'ai entendu dire que le Four Seasons est magnifique. S'il te plaît, réserve des chambres là-bas pour toute la famille. J'ai regardé ces visages qui se réjouissaient de mon sacrifice, puis j'ai lentement posé mes couverts sur l'assiette. Le son sec des couverts contre la porcelaine fut assez fort pour interrompre leurs pensées. J'ai levé les yeux vers Doña Carmen, souriant doucement, mais ma voix était assez forte pour que toute la zone VIP m'entende. Maman, j'ai oublié de te dire. Je viens d'appeler Genève et j'ai annulé ton forfait de traitement. Je suis vraiment désolé. À la réflexion, je pense que tu as raison. Mes beaux-parents ont déjà des maisons stables, et tu as assez d'argent pour leur acheter 3 appartements d'une valeur de 600 000 euros. Tu as donc sûrement assez pour payer tes propres frais médicaux, n'est-ce pas, maman? L'espace s'est figé instantanément. Le sourire de Doña Carmen s'est durci, devenant pathétiquement déformé. Les couverts sont tombés au sol. Le tintement a résonné de manière assourdissante dans le silence sépulcral. Elle a bafouillé, la voix tremblante de panique. Quoi? Que as-tu dit? Que as-tu annulé? Tu ne peux pas faire ça. C'est ma vie, c'est le médicament qui me sauve. J'ai gardé ce sourire serein. J'ai calmement sorti mon téléphone, ouvert l'enregistrement audio de la confirmation d'annulation de l'hôpital qu'il venait de m'envoyer par email, et je l'ai mis sur haut-parleur. La voix du standardiste a retenti clairement, confirmant l'annulation. J'ai regardé Doña Carmen droit dans les yeux, analysant froidement les chiffres. Ce forfait a un prix catalogue de 1,1 million d'euros, ce qui représente environ 10 millions d'euros sur l'ensemble du traitement. J'ai utilisé mes contacts pour obtenir une remise de 4 millions pour un plan de 5 ans et j'ai déjà payé la première phase, mais la phase suivante nécessite plus d'argent. Maintenant que vous avez généreusement donné des maisons d'une valeur de 600 000 euros à mes beaux-frères, je pense qu'il est juste que l'argent pour votre prochaine phase de traitement soit divisé équitablement entre les 3 belles filles.
Je me suis tourné vers mes 3 belles-sœurs, dont les visages étaient pâles, et j'ai continué, chacune d'entre elles vient de recevoir un appartement d'une valeur de 200 000 euros. En le vendant simplement, elles ont largement de quoi payer l'hospitalisation de leur mère et la sauver. Vous êtes des belles filles. Elles n'hésiteront certainement pas à vendre la maison pour sauver la vie de leur mère, n'est-ce pas? Avant que je ne puisse répondre, une gifle a résonné sur ma joue gauche. La force du coup m'a fait chanceler. Mon oreille a sifflé et j'ai senti le goût métallique du sang dans ma bouche. C'était Fernando. Il se tenait là, le visage rouge. La main qui m'avait frappé, encore tremblante dans l'air, a hurlé « Tais-toi tout de suite. Oses-tu marchander avec ma mère? Penses-tu que le fait d'avoir de l'argent te permet de faire tout ce que tu veux? Rétablis le forfait médical immédiatement. » J'ai serré ma joue brûlante, fixant l'homme que j'appelais Marie depuis 5 ans. Dans ses yeux, il n'y avait aucune trace d'affection, seulement la colère et l'orgueil d'un homme inutile. La foule environnante a commencé à murmurer. Des yeux curieux se sont à nouveau focalisés sur moi, comme si j'étais la coupable, mais étrangement je n'ai ressenti ni douleur ni humiliation. Cette gifle a été comme le coup de grâce, elle a rompu le lien ténu qui me reliait à cette famille. Je me suis levé, regardant Fernando avec un regard vide, presque inexpressif. Ma voix était profonde, mais chargée de poids. Je me souviendrai bien de cette gifle. Elle vaut exactement le peu qu'il restait de l'affection que je ressentais pour cette maison. Tu veux rétablir ce forfait de 10 millions d'euros? D'accord, dis à tes 3 belles-sœurs de vendre leur maison ou paie-le toi-même. À partir de ce moment, je ne suis plus la machine à faire de l'argent gratuite de ta famille. Cela dit, j'ai attrapé mon sac, je me suis retourné et je suis sorti directement par la porte du porche. Les pleurs et les cris de Doña Carmen, les insultes de mes belles-sœurs et les rugissements de Fernando résonnaient de manière chaotique derrière moi. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit à toute allure dans l'obscurité. Les lampadaires se brouillaient à travers le pare-brise. Ou peut-être était-ce parce que mes yeux s'étaient remplis de larmes sans que je m'en aperçoive. Je n'ai pas regagné l'appartement de luxe où nous vivions. Cet endroit n'était plus qu'une cage pleine de faux souvenirs. Je me suis dirigé vers un hôtel 5 étoiles au bord du fleuve, surplombant la ville scintillante mais froide. J'ai loué une suite au dernier étage pour trouver un peu de paix au milieu de la tempête qui faisait rage violemment dans mon cœur. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai jeté mon sac sur le lit et je me suis effondré sur le canapé, me sentant épuisé, comme si je venais de survivre à une bataille de vie ou de mort. Le téléphone dans mon sac ne cessait de vibrer sur la table en bois. Le bourdonnement sourd ressemblait au grincement de dents d'une bête blessée. J'ai fixé l'écran lumineux dans l'obscurité. 47 appels manqués. La plupart provenaient de Fernando, le reste de ma belle-mère, et quelques numéros inconnus probablement de mes belles-sœurs ou de parents qui voulaient me faire la leçon sur mes devoirs de belle-fille. Je me souviens qu'il y a 5 ans, le jour où Doña Carmen a tenu le résultat de sa biopsie, son visage sans couleur, sa main tremblante et s'accrochant à la mienne comme un naufragé à une planche. À cette époque, les médecins en Espagne avaient secoué la tête, disant que ses chances de survie se comptaient en moi. Toute la famille de mon mari était en émoi, mais pas pour chercher un remède, ils chuchotaient sur le partage des biens et le testament. Seul moi, la belle-fille fraîchement arrivée, je suis allé secrètement chez mes parents. Je me suis agenouillé pour leur demander de vendre le vieil appartement qu'ils avaient économisé toute leur vie pour ma dot afin que je puisse avoir l'argent nécessaire pour emmener Doña Carmen aux États-Unis pour une opération. Le jour où j'ai donné à Fernando l'argent de la vente de la maison, il m'a serré dans ses bras, l'air très triste. Il a juré qu'il m'aimerait et qu'il se rattraperait auprès de moi pour le reste de sa vie. Cependant, aujourd'hui, ce serment était aussi léger qu'une plume disparaissant sous le poids de 3 titres de propriété et d'une avidité sans fond. Un message de Fernando est apparu. Chaque ligne était comme une aiguille me piquant le cœur. « Es-tu folle? » Maman s'est évanouie. « Reviens tout de suite. Si tu ne t'excuses pas et ne rétablis pas les médicaments, je divorce. N'oublie pas que j'ai le sceau de l'entreprise. Si tu pars, tu n'auras plus rien. » J'ai éclaté de rire. Un rire amer a résonné dans la pièce vide. Il s'avère qu'à ses yeux, je n'étais qu'une idiote qu'on pouvait menacer avec un papier de divorce et quelques timbres. Mais Fernando a oublié une chose, je suis une femme qui lutte dans le monde des affaires depuis 10 ans. La clé du coffre-fort de cette maison n'a jamais été hors de ma portée. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue de l'écran éclairait mon visage fatigué, désormais durci par la détermination.
J'ai accédé au système de gestion financière de la famille, où chaque centime qui entrait et sortait était enregistré. Mes doigts ont volé sur le clavier avec l'intention de bloquer toutes les cartes de crédit secondaires que j'avais données à Fernando et de couper les dépenses de la famille de mon mari. Mais mon regard s'est alors posé sur une transaction étrange sur le relevé bancaire du mois dernier. Le paiement que j'avais transféré à l'hôpital de Genève pour le dépôt du forfait de traitement de 10 millions d'euros avait effectivement été effectué, mais le système signalait une petite note de la banque intermédiaire, le compte bénéficiaire présente des signes d'activité inhabituels. Nous demandons une vérification. J'ai froncé les sourcils. Mon cœur battait fort. Pourquoi un si grand hôpital utiliserait-il un compte intermédiaire dans un paradis fiscal? J'ai rouvert l'email de confirmation du partenaire de consultation médicale, Medicocorp, sur lequel Fernando insistait pour être le plus fiable pour gérer les papiers de sa mère. J'ai commencé à chercher le numéro d'identification fiscale et les informations juridiques de cette société sur le réseau de bases de données internationales auquel j'avais accès. Le résultat m'a glacé le sang. Medicocorp était, en fait, une société écran. Le nom du représentant légal correspondait à celui d'un parent éloigné de Fernando. Une hypothèse terrifiante s'est formée dans mon esprit. Il était possible que l'énorme somme d'argent qu'il avait dépensée au fil des ans ne soit pas entièrement allée au traitement médical. Il était possible que mon propre mari et ma belle-mère me saignent à blanc de manière sophistiquée sous le couvert de la piété filiale. J'ai repris mon téléphone, mais cette fois ce n'était pas pour appeler Fernando, mais Ricardo, mon avocat personnel et vieil ami d'université. L'autre côté a répondu immédiatement bien qu'il soit minuit. La voix de Ricardo était calme. « Bonjour, Isabella. Pourquoi appelles-tu à cette heure-ci » J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'empêcher ma voix de trembler. « Ricardo, j'ai besoin de 2 choses de toute urgence. Premièrement, enquête sur la légalité des 3 actes que ma belle-mère a distribués ce soir. Deuxièmement, découvre immédiatement qui possède réellement la société Medicocorp à laquelle mon mari transfère de l'argent pour les médicaments, et où va ce flux d'argent. Je soupçonne d'être victime d'une escroquerie dans ma propre maison. » Ricardo resta silencieux quelques secondes puis répondit brièvement, « Compris. Reste où tu es. Tu auras les résultats demain matin. Sois prudente, si c'est comme tu le soupçonnes, ce ne sont pas des gens simples. » J'ai raccroché le téléphone, fixant le fleuve noir en bas. Cette nuit allait être très longue, mais je savais que je ne pouvais pas me permettre de tomber car maintenant je n'avais plus personne derrière moi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis resté allongé à fixer le plafond, mon esprit tourbillonnant de chiffres et de mensonges. Le lendemain matin, alors que la première lueur du soleil filtrait à travers les lattes des rideaux, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Ricardo qui rappelait. Mon cœur a sombré. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Ricardo parla rapidement au téléphone. Il hésita un instant. J'entendis le froissement de papier. Medicocorp est une société écran. L'argent que tu y as transféré pour le traitement a en fait été divisé et déposé sur un compte personnel en Espagne. Le titulaire du compte est Fernando Alonso. Ton mari. Le téléphone a presque glissé de ma main. Mes oreilles sifflaient. Tous les sons autour de moi semblaient être aspirés dans un profond trou noir. Ainsi, au cours des 5 dernières années, Fernando a utilisé la maladie de sa mère pour me soutirer de l'argent. Il agissait comme le fils dévoué, le mari préoccupé par sa mère, mais en réalité, il était le cerveau de ce cruel montage de blanchiment d'argent. Des larmes me sont montées aux yeux, non de tristesse, mais de dégoût. Dégoût envers l'homme que j'appelais autrefois mari. Dégoût envers cette famille hypocrite. Je me suis lavé le visage à l'eau froide et je me suis soigneusement maquillé pour dissimuler mes cernes gonflées. J'ai choisi un tailleur pantalon blanc à la couleur du deuil de ce mariage, mais aussi la couleur d'un nouveau départ. J'ai quitté l'hôtel, me rendant directement à la villa de ma belle-mère. Quand je suis arrivé, le porche était encore jonché de confettis et des compositions florales fanées de la fête d'hier soir que personne n'avait nettoyées. L'atmosphère dans la maison était lourde et sombre, comme un enterrement. Dès que je suis entré dans le salon, j'ai vu toute la famille réunie. Doña Carmen était allongée sur le canapé, la tête enveloppée dans un foulard blanc, gémissant comme si elle était sur le point de mourir. Fernando était assis à côté d'elle et lui massait les pieds, tandis que mes 3 belles-sœurs et beaux-frères étaient assis autour d'elle avec des expressions de ressentiment et d'inquiétude. Quand ils m'ont vu entrer, ils se sont tous tournés en même temps. Leurs yeux ne montraient pas de regret,
mais tout le contraire, ressentiment et hostilité. Fernando a bondi et s'est précipité vers moi, levant la main pour attraper le col de ma chemise, mais s'est arrêté en voyant mon regard froid comme une lame. Il grogna, « Tu oses montrer ton visage ici ? Ma mère s'évanouit depuis hier soir, tu le sais bien. Tu veux tuer ma mère pour régler tes comptes, n'est-ce pas ?» J'ai écarté sa main, époussetant doucement ma veste comme si je venais de toucher quelque chose de sale. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce, observant les visages familiers qui semblaient désormais si étranges. J'ai souri à un sourire doux qui l'a glacé jusqu'aux os. Je ne suis pas revenu ici pour m'excuser ou pour écouter vos leçons de morale. Fernando a tenté de recommencer à insulter, mais j'ai levé la main pour lui faire signe d'arrêter. Lentement, j'ai ouvert mon sac, sorti ma tablette et je l'ai connectée au grand téléviseur du salon. Un tableur Excel est apparu, rempli de chiffres surlignés en rouge sur la ligne du total. J'ai dit calmement, avant de continuer, j'invite toute la famille à regarder l'écran. Voici le relevé détaillé de tout l'argent que j'ai dépensé pour cette maison au cours des 5 dernières années, des médicaments, des frais d'hospitalisation et des billets d'avion. Jusqu'aux courses quotidiennes et aux factures de services publics. Pas un centime ne manque. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Tous les yeux étaient fixés sur l'écran. Les chiffres éloquents révélaient la vérité brutale sur mon sacrifice et leur parasitisme. J'ai pointé le total. Ma voix était ferme. Le total est de 2,8 millions d'euros. C'est l'argent de ma sueur et de mes larmes, l'argent de la vente de la maison de mes parents. Aujourd'hui, nous serons justes. Doña Carmen s'est arrêtée de gémir, a ouvert les yeux pour jeter un coup d'œil furtif à l'écran, puis les a rapidement refermés, mais la main agrippant le bord du canapé trahissait la panique dans son cœur. Fernando était paralysé. Son visage est passé du rouge au pâle. Des perles de sueur ont jailli sur son front. Il savait parfaitement que ce chiffre n'incluait pas les sommes frauduleuses qu'il avait secrètement détournées. Mais cela seul suffisait à laisser toute sa famille sans voix. Ma belle-sœur aînée, la femme de Pedro, qui avait toujours prétendu être la plus gentille et la plus compréhensive, fut la première à rompre le silence. Elle se leva, ajusta sa robe, sa voix douce teintée de reproche, le genre d'hypocrisie que je trouvais le plus répugnant. « Belle-sœur Isabella, nous sommes une famille. Pourquoi rends-tu les choses si difficiles? L'argent est important, oui, mais les sentiments familiaux sont plus précieux. Et si maman a peur en voyant ces chiffres et qu'il lui arrive quelque chose, tu le regretteras toute ta vie. Tu es une personne instruite et riche. Pourquoi te fixes-tu sur des futilités pareilles avec ta belle famille? » J'ai laissé échapper un rire clair mais froid qui a résonné dans toute la grande pièce. Je me suis tourné vers elle, mes yeux perçant l'âme sombre cachée sous cette façade respectable. Je lui ai répondu lentement, mot par mot. « Comme tu parles bien, belle-sœur. C'est vrai que la famille ne devrait pas faire les comptes. Alors, regarde la 4e ligne du tableau, les frais de scolarité de ton fils à l'école internationale, 50 000 € sur 2 ans. Qui les a payés? Ligne 10, l'argent pour rembourser les dettes de jeu de Miguel, 150 000 €. L'un d'entre vous m'a-t-il dit de ne pas faire les comptes à ce moment-là? Ou pensiez-vous que je n'étais qu'une machine à imprimer des billets à cet instant? La belle-sœur aînée resta sans voix. Son visage devint rouge d'embarras, et elle s'affala silencieusement sur le canapé. Miguel, voyant sa femme être prise à partie, bondit, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, je continuai. Ma voix se durcit. Sans une once de respect, je vous le dis, l'affection est quelque chose qu'on donne et qu'on reçoit, pas quelque chose qu'on utilise pour profiter de moi et m'épuiser. Aujourd'hui, je déclare qu'à partir de ce moment, je coupe tout soutien financier. Quiconque veut rester un fils ou une fille dévouée et veut que sa mère vive jusqu'à 100 ans, qu'il regarde ce chiffre et qu'il le divise entre vous. J'ai porté le fardeau ces 5 dernières années. Maintenant, c'est votre tour. J'ai jeté un regard circulaire sur les 3 couples. Mes yeux se sont arrêtés sur Doña Carmen, qui tremblait sur le canapé. J'ai continué, bientôt, maman aura besoin d'un nouveau traitement, plus les frais de subsistance et les médicaments. J'estime que cela tournera autour de 40 000 € par mois. Il y a 4 frères et sœurs. Si nous divisons, cela fait 10 000 € par mois par famille. Ou bien, vous me rendez les 2,8 millions d'euros et je continue à m'occuper de maman. Choisissez. Le silence de mort revint. 10 000 € par mois n'était pas une petite somme pour le revenu de mon beau-frère Pedro, fonctionnaire au bas salaire,
ou pour Miguel, travailleur indépendant instable. Ils se regardaient, les yeux fuyants, cherchant une excuse pour échapper à leurs responsabilités. La piété filiale dont ils se vantaient tant sur les réseaux sociaux, une fois convertie en espèces, devenait tristement bon marché et fragile. Fernando se ressaisit à ce moment-là. Il s'approcha de moi, baissant la voix au minimum, essayant de sauver son orgueil. Ne sois pas si dramatique. Les choses peuvent s'arranger. Pourquoi soulèves-tu cela et nous embarrasses-tu? Tu sais que mes frères et sœurs sont en difficulté. En difficulté? Je l'ai coupée, moqueuse. Des difficultés quand tout le monde a des voitures de luxe? Des difficultés quand ma mère leur a donné une maison de 200 000 € hier soir? Fernando, arrête d'agir comme un mari sans caractère. Tu sais que mon argent n'est pas sans valeur. Maintenant, soit tu me paies, soit je pars. Choisis, ta mère et tes frères ou la loi. Ma déclaration fut comme un seau d'eau froide jeté sur les visages de ceux qui étaient assis là, arrachant leur masque d'hypocrisie. Les bouches qui avaient l'habitude de prononcer des paroles aimables se mirent à bafouiller, crachant les excuses les plus lâches. Le silence initial fut rapidement remplacé par des murmures, puis par une dispute bruyante comme une place de marché. Pedro, le frère aîné, s'est raclé la gorge bruyamment pour reprendre son autorité, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Il tenait sa tasse de thé, n'osant pas me regarder directement. Belle-sœur Isabella, tu ne peux pas parler comme ça. Ma femme et moi sommes des fonctionnaires avec un salaire misérable. Élever 2 enfants est déjà assez difficile. Où allons-nous trouver 10 000 € par mois pour contribuer? Tu es dans une meilleure position. Tu devrais assumer tes responsabilités. Pourquoi nous compares-tu? J'ai souri dédaigneusement. Pedro, ton salaire est bas, mais tes pots de vin sont élevés. Qui ne le sait pas? En plus, ta mère vient de te donner un appartement de 200 000 €. Vends-le si tu n'as pas de liquide. Mettre cela à la banque et utiliser les intérêts est plus que suffisant pour subvenir aux besoins de ta mère. À la mention de vendre la maison, la femme de Miguel sursauta comme si elle avait été piquée. C'était la plus cupide et celle qui flattait le plus Doña Carmen. J'ai regardé ma belle-sœur avec ses ongles incrustés de strass et son épais collier en or. J'ai ressenti un mépris total. Ah, je vois. Vous avez de l'argent pour passer à une voiture de luxe et de l'argent pour acheter des marques chères, mais vous n'avez pas d'argent pour le traitement de votre mère. Considérez-vous la maison et la voiture comme plus importantes que la vie de votre mère? Et pourtant, vous êtes toujours plein de piété filiale, disant que vous aimez votre mère plus que quiconque au monde. Andrés, le moins bavard, osa aussi parler à voix basse, mais ces mots ne firent qu'accroître ma déception. Belle-sœur Isabella, pourquoi n'avances-tu pas l'argent? Quand le prix du terrain au village montera, nous le vendrons et nous te rembourserons. Tu nous mets trop de pression. Comment sommes-nous censés gérer? Ces visages familiers, désormais si étranges et effrayants, se rejetaient la faute et se plaignaient d'être pauvres, mais s'accrochaient farouchement à leurs biens. Ils étaient prêts à me laisser, moi, une belle fille, m'occuper de tout pendant qu'ils s'amusaient et agissaient comme des enfants obéissants. La véritable nature humaine ne se révèle dans sa forme la plus brute et la plus cruelle que lorsque l'intérêt premier, l'argent, est en jeu. Je me suis tourné vers Doña Carmen, qui était toujours immobile sur le canapé, mais je savais qu'elle m'entendait clairement. J'ai élevé la voix intentionnellement pour qu'elle entende. Tu vois, maman? Ce sont les enfants dévoués à qui tu viens de partager ton héritage. Ils ont des appartements à 200 000 € et ils ont des voitures, mais pas un seul d'entre eux n'est prêt à verser un seul centime pour te sauver. Seule cette idiote s'est tuée à la tâche pendant 5 ans, vendant sa maison familiale pour s'occuper de toi. Mais cette idiote s'est réveillée aujourd'hui. Fernando restait là, la tête basse, les mains crispées. Il n'osait pas me défendre ni faire pression sur ses frères. Sa lâcheté ne faisait qu'accroître mon dégoût. Je savais qu'il calculait lui aussi, pesant comment garder mon argent et la confiance de sa mère. Mais il ne savait pas que j'avais déjà toute la famille dans ma poche. J'ai fermé la tablette, je me suis levé et j'ai ajusté ma veste. Ma voix était glaciale. Je vous laisse le temps de réfléchir. Dans 3 jours, s'il n'y a pas de plan pour résoudre la dette de 2,8 millions et les frais médicaux à venir, j'aurai ma propre façon de faire, et je suis sûr que personne ne voudra voir cette façon de faire. Je n'avais même pas franchi le seuil de la lourde porte en acajou que le cri strident de Doña Carmen retentit, brisant la tension ambiante. La femme,
qui un instant auparavant était affalée sur le canapé feignant la mort, se leva alors avec une agilité surprenante. Elle se précipita vers moi, sa main décharnée mais pointue dirigée directement vers mon visage. Ses yeux étaient injectés de sang par une rage extrême. Peut-être que lorsque des intérêts financiers sont en jeu, même la maladie doit céder devant l'instinct de survie d'une personne cupide. Isabella, arrête-toi là. Où penses-tu aller? À quoi penses-tu? Tu crois que tu peux juste lancer quelques menaces et t'en aller, hurla Doña Carmen. Sa voix n'avait plus le ton de la mère aimable que j'en étais venu à respecter. Tu es la belle-fille aînée, tu manges à ma table, tu vénères mes ancêtres. Tu as la responsabilité de prendre soin de cette famille. Je te le dis, si tu ne rétractes pas ce que tu as dit aujourd'hui, si tu ne rétablis pas ce forfait médical pour moi, je ferai en sorte que Fernando divorce d'avec toi immédiatement. Ne pense pas que le fait d'avoir de l'argent te rend meilleur. Une femme abandonnée par son mari n'est rien d'autre qu'une moins que rien, mon enfant. Je m'arrêtai et me retournai lentement. La menace du divorce avait glissé de ses lèvres aussi naturellement que s'il s'agissait de l'épée la plus tranchante, croyant qu'elle me ferait tomber à genoux et me ferait supplier. Elle pensait encore que j'étais la jeune Isabella d'il y a 10 ans, éperdument amoureuse de Fernando, prête à tout sacrifier juste pour être acceptée par la famille de mon mari. Je regardais Fernando, espérant trouver un soupçon de résistance ou de protection de sa part, mais il n'y en avait pas. Il se tenait là, la tête baissée, silencieux, au point d'en être pathétique. Son silence à ce moment-là était la plus cruelle des complicités. Il confirmait que, dans cette bataille, il avait choisi de se ranger du côté de sa mère pour protéger cette illusion de richesse. Au lieu de protéger la femme qui avait partagé ses joies et ses peines, il laissait faire. Je laissai échapper un rire doux mais méprisant. Lentement, j'ouvris mon sac à main de créateur, celui que mes belles-sœurs regardaient avec envie. D'un compartiment secret, je sortis un dossier mince soigneusement rangé dans une pochette en plastique transparent. Je m'approchai de la table basse en cèdre, où Doña Carmen attendait, les bras croisés, ma soumission, et j'y posai délicatement le dossier. « Maman, tu n'as pas besoin de me mettre la pression ou d'utiliser le divorce pour me menacer, dis-je. » Ma voix était étrangement calme, un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage en moi. Je l'ai déjà préparé, la demande de divorce. J'ai déjà signé de mon nom. Fernando, tu n'as qu'à signer à côté et c'est fini. Les biens communs seront partagés selon la loi. Les dettes seront payées par celui qui les a créées. Je ne prendrai pas un seul centime de cette maison, mais je ne permettrai pas non plus que quiconque garde un seul euro de ma sueur et de mes larmes. L'air dans la pièce sembla s'épuiser. Doña Carmen était stupéfaite. Ses yeux s'écarquillèrent en regardant le papier blanc à l'encre noire sur la table. Elle ne s'attendait pas à ce que je neutralise son dernier atout de manière aussi décisive. Fernando fixait ma signature, le visage blême. Ce n'est peut-être qu'à ce moment qu'il réalisa que je ne plaisantais pas, que ma résignation avait atteint sa limite finale. « Isabella, es-tu sérieuse ?» bégaya Fernando, la voix tremblante. « Pour quelques euros seulement, tu oses détruire cette famille. » « Quelques euros, répétai-je, la voix étranglée mais ferme. « Pour toi, ce n'est que quelques euros, mais pour moi, c'est ma sueur, mes larmes et la maison des souvenirs de mes parents. Tu me demandes si j'ose? Tu devrais te demander, à toi et à ta mère, qui détruit réellement cette famille par une avidité sans fond. » Je regardai directement dans les yeux de Doña Carmen, la femme qui tremblait, incapable de parler suite à ce choc inversé. « Maman, je te rends la liberté de ton fils. Reste avec lui et prends soin de lui pour qu'il puisse accomplir sa piété filiale. Quant à moi, je demande la permission de devenir une étrangère. Désormais, le destin de chacun lui appartient. Le bonheur et la tristesse sont personnels. » Cela dit, je fis demi-tour et partis rapidement. Cette fois, personne n'osa m'arrêter ou proférer une autre menace. Je partis au volant de la Porsche. Je ne retournai pas à l'appartement où Fernando et moi avions vécu, car cet endroit sentait désormais la trahison. Je louai un petit appartement de service au centre-ville avec de grandes fenêtres donnant sur la ville. À la tombée de la nuit, la ville était magnifiquement illuminée, mais je ne voyais que ces points de lumière flous et brisés, comme ma propre foi. Maintenant, j'étais assise, les genoux repliés sur le canapé, mon verre de vin rouge scintillant dans ma main. Je me souvenais du bon vieux temps. Le jour où je suis arrivée en tant que belle-fille, Doña Carmen m'avait pris la main et m'avait murmuré qu'elle me considérait comme sa propre fille. Il s'avère que,
dans sa définition, sa propre fille était la fille qui devait s'arracher le cœur et l'âme pour nourrir tout un nid de parasites. Mon téléphone sonna, rompant la tranquillité de la pièce. C'était Ricardo, l'avocat et aussi la personne qui m'aidait à enquêter sur les zones d'ombre financières de la famille de mon mari. Je répondis à l'appel. La voix de Ricardo semblait urgente et sérieuse. Isabella, je t'ai envoyé le rapport détaillé par email, mais je dois te dire immédiatement que le résultat de l'enquête sur les actifs de Doña Carmen est encore plus terrifiant que ce que tu soupçonnes. Je posai le verre de vin. Mon cœur battait fort. Parle, Ricardo. Qu'est-ce qu'il cache d'autre? En dehors des 3 appartements qu'elle a prétendu donner à tes belles-sœurs, Doña Carmen est l'unique propriétaire de 2 autres propriétés très vastes. Ricardo marqua une pause, comme pour me laisser le temps de me préparer mentalement. Premièrement, le chalet où elle vit. Sa valeur marchande actuelle est d'environ 3 millions d'euros. Deuxièmement, et c'est le plus terrifiant, un local commercial sur la rue commerçante principale du centre, estimé à pas moins de 2 millions d'euros. Qui est actuellement loué pour 4 000 euros par mois. Je restais pétrifié. J'ai failli laisser tomber le téléphone. 2 millions d'euros pour un local commercial. 3 millions pour le chalet. Les actifs totaux de Doña Carmen s'élevaient à plusieurs millions d'euros, sans compter le flux constant de revenus provenant des loyers mensuels. Et pourtant, au cours des 5 dernières années, elle s'était toujours comportée comme une vieille femme appauvrie sans retraite, vivant de la charité de ses enfants. Elle m'a regardé avec indifférence alors que je vendais la maison des souvenirs de mes parents, alors que je courais partout pour demander des prêts, alors que je portais de vieux vêtements pour économiser chaque euro pour ses frais d'hospitalisation. Mes larmes coulaient, chaudes et amères. Il s'avère que ma piété filiale n'était qu'une plaisanterie à ses yeux. Ils me considéraient comme une vache à lait stupide. Ils m'ont pressé jusqu'à la dernière goutte et ont ensuite voulu me tuer quand je n'étais plus utile. Doña Carmen n'avait aucun problème financier du tout. Elle était simplement une personne avare et égoïste jusqu'à la moelle. Pourquoi gardait-elle cette fortune énorme? Pour l'emporter dans sa tombe ou pour la diviser entre ses fils gâtés? Quant à la belle-fille d'un autre sang, comme moi, elle ne méritait que d'être un marchepied. Isabella, tu m'entends? Demanda Ricardo avec inquiétude à l'autre bout du fil. Oui, j'écoute, répondis-je, la voix brisée. Ricardo, tu sais, il y a 5 ans, quand j'ai vendu la maison de mes parents, elle m'a pris la main et a pleuré, disant qu'elle me serait redevable toute sa vie. Il s'avère qu'elle ne me devait rien, elle riait juste secrètement de ma stupidité. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda Ricardo. J'essuyai mes larmes. Mon regard devint froid comme la glace. Ce que je vais faire? Elle a de l'argent et elle le cache. Et elle fait même semblant d'être malade pour me soutirer de l'argent. Ce n'est plus une affaire de famille, Ricardo. C'est une fraude. C'est un abus de confiance pour saisir des actifs. Prépare les documents. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Elle veut garder son héritage pour ses enfants et petits-enfants? Elle veut se faire plaisir, n'est-ce pas? Très bien, je vais lui faire vomir jusqu'au dernier euro. Cette nuit fut longue, comme un siècle. Je m'étais à peine endormi quand mon téléphone sonna de nouveau. L'écran affichait les mots « Cher papa », ce qui me fit ressentir une boule dans la gorge. Cela faisait longtemps que je n'avais pas osé appeler à la maison. J'avais peur que mes parents ne s'inquiètent en voyant leur fille si hagarde à force de se soucier de la famille de son mari. Je pris une grande inspiration, essayant de calmer ma voix avant de répondre. Allô, papa. Je t'écoute. Isabella, la voix de mon père était profonde, mais teintée d'une grave inquiétude. Ma fille, est-ce que tu vas bien? Ta belle-mère m'a appelé il y a peu de temps. Elle a beaucoup pleuré, disant que tu étais une fille ingrate, que tu refusais de l'aider, et que tu voulais même divorcer, provoquant une scène dans toute la maison. Elle a dit que tes parents ne savaient pas t'élever, te permettant de profiter de la famille de ton mari. En entendant cela, ma poitrine me fit mal, comme si quelqu'un me serrait le cœur. Doña Carmen était très rusée. Incapable de me faire pression, elle attaquait mon point le plus faible, l'honneur de mes parents. Elle savait que mon père était un professeur à la retraite qui accordait plus d'importance à sa réputation qu'à sa propre vie, alors elle voulait utiliser la pression morale pour me forcer à céder. Papa, dis-je, la voix noyée. Des larmes coulaient sur mes joues. Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu fais confiance à ta fille? La voix de mon père était ferme.
Tu es une personne sensible et dévouée. Tes parents te connaissent mieux que quiconque. Mais Isabella, les questions entre couple et les affaires de famille doivent être résolues à huis clos. Les étrangers regardent et jugent sans comprendre. Pourquoi ne pas céder un peu, ma fille? C'est la vie d'une belle fille. Je savais que mon père m'aimait, mais cette mentalité de maintenir la paix, de cacher la honte, était profondément ancrée dans la conscience de sa génération. J'essuyais mes larmes, essayant d'expliquer à mon père dans le langage le plus réaliste pour que les larmes de crocodile de Doña Carmen ne le trompent pas. Papa, écoute-moi. Ce n'est pas que cela me dérange de dépenser l'argent pour sauver maman, mais sais-tu ce qu'est ce forfait de traitement à 4 millions d'euros? C'est en fait un forfait VIP. Être dans une suite présidentielle, manger du caviar et des truffes avec une infirmière privée à disposition. Si le traitement était fait selon le protocole standard de l'hôpital, avec les mêmes bons médicaments et les mêmes médecins experts, cela ne coûterait que quelques centaines de milliers d'euros. Maman peut très bien vivre avec le protocole normal, mais ils ne l'acceptent pas. Ils veulent que je dépense des millions pour qu'ils puissent jouir du luxe, pour qu'ils puissent blanchir de l'argent, papa. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. J'entendis le soupir pesant de mon père. Je continuai, la voix tremblante mais déterminée. Tu te souviens de la maison de tes parents? Je l'ai vendue pour la sauver il y a 5 ans. À ce moment-là, je pensais quelle était ma famille. Mais, papa, quel genre de famille est-ce qui te tourne le dos quand tu es dans le pétrin? Ils se jettent sur toi comme des sangsues quand tu as de l'argent. Hier, elle a donné à mes 3 autres belles-sœurs une maison d'une valeur de 200 000 euros chacune, et elle ne m'a rien donné. Elle a des millions d'euros à la banque et possède des biens immobiliers, mais elle m'a forcé à contracter des prêts pour payer son traitement. Penses-tu que ce soit juste? Mon père resta silencieux pendant un long moment. Ce silence contenait toute la tristesse d'un père réalisant à quel point sa fille avait été cruellement utilisée. Enfin, il parla, la voix tremblante mais pleine d'une rage contenue. Maudit soit-il. Quel scélérat. Je suis désolé, ma fille. Je l'ai cru. Reviens à la maison chez tes parents. Ne reste plus dans cet enfer. Je n'ai pas besoin d'honneur superficiel. J'ai juste besoin que ma fille vive en paix. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Les paroles de mon père étaient comme une source d'eau fraîche qui irriguait mon âme desséchée. J'éclatai en sanglots comme une petite fille. Il s'avère que même si le monde entier me tournait le dos, la porte de la maison de mes parents serait toujours ouverte. Et ces gens, même si nous avions vécu ensemble pendant 10 ans, mangeant à la même table et dormant dans la même maison, seraient toujours de cruels étrangers. Le lendemain matin, je me rendis au bureau de Ricardo, l'avocat. Il m'accueillit avec une pile épaisse de documents et un sourire en coin plein de sous-entendus. Ricardo posa le dossier sur la table et le poussa vers moi. Je pris le dossier et feuilletai les pages. C'était une copie détaillée du statut juridique des 3 appartements que Doña Carmen avait remis en grande pompe lors de la fête. Je lus rapidement les lignes juridiques et la vérité me choqua. Les 3 actes n'étaient en fait qu'une illusion. Tu vois quelque chose? Demanda Ricardo, montrant une petite ligne sur le contrat de donation. Doña Carmen est rusée comme un renard. Elle a terminé le processus de donation, mais c'est une donation sous condition. Les 3 appartements n'ont pas achevé le changement complet de propriétaire car ils ont encore un montant important de droits de mutation et d'impôts sur le revenu à payer. Selon la loi, comme les belles-filles ne sont pas des héritières directes exonérées d'impôts, en recevant le cadeau immobilier, tes belles-sœurs devront payer un impôt sur le revenu de 10% de la valeur du bien. Plus d'autres frais, cela coûtera à chacune d'elles environ 60 000 euros de taxes juste pour obtenir l'acte à leur nom. J'ouvris la bouche de stupéfaction. 60 000 euros de taxes. Avec les revenus de mes 3 belles-sœurs et leurs habitudes de dépenses gaspilleuses, où allaient-elles trouver une telle somme d'argent liquide immédiatement? Ce n'est pas tout, continua Ricardo avec un regard acéré. La condition supplémentaire dans le contrat de donation est qu'ils ne peuvent pas être transférés pendant une période de 5 ans. En d'autres termes, elles reçoivent la maison, elles doivent payer une pile de taxes, mais elles ne peuvent pas la vendre pour de l'argent liquide ni l'hypothéquer pour obtenir des prêts sans le consentement de Doña Carmen. Elle leur a donné un lingot d'or, mais elle l'a enfermé dans une cage de fer et elle détient la clé. Elle veut utiliser ces 3 maisons pour forcer ses belles-filles à la servir jusqu'à la fin de leur vie, tout en leur transmettant le fardeau financier. J'éclatai de rire, un rire amer. Doña Carmen était vraiment habile. Elle se taillait une réputation de belle-mère généreuse,
mais en réalité, elle plaçait ses belles-filles devant un dilemme. Elle pensait avoir trouvé une bonne affaire, mais en réalité, elle contractait une dette fiscale et une charge juridique. Il y a autre chose d'intéressant, ajouta Ricardo en tournant la dernière page. Ces 3 appartements sont en fait hypothéqués pour garantir un prêt commercial d'une société écran au nom de ton beau-père. En d'autres termes, si cette société fait faillite, la banque saisira ces 3 maisons à tout moment. Doña Carmen leur a donné une façade glamour, mais l'intérieur est vide et plein de risques. Je fermai le dossier. Dans mon cœur, j'admirais cette famille. C'était un fouillis de calculs et de tromperies. La belle-mère utilisait les biens pour manipuler les belles-filles. Le beau-père utilisait les biens pour demander des prêts, et les enfants s'y ruaient aveuglément comme des papillons de nuit vers une flamme. Mais cette information était désormais mon arme la plus puissante. Merci, Ricardo. Je me levai, les yeux brillants de détermination. Je sais ce que je dois faire. Ils veulent jouer la carte de l'émotion, je jouerai selon les règles. Voyons combien de temps durera leur pacte de piété filiale quand ils apprendront la vérité sur ces 3 écritures. Je quittai le bureau de l'avocat avec un plan déjà formé dans mon esprit. Le lendemain matin, alors que j'essayais de mettre de l'ordre dans les fragments chaotiques de mon esprit, le téléphone sonna. L'écran affichait belle-sœur Miguel, la belle-fille la plus célèbre pour sa douceur en parlant, mais aussi la plus calculatrice de la maison. Je regardais le téléphone vibrer sur la table en bois. J'hésitai un instant avant de répondre. J'activai le haut-parleur et laissai le téléphone sur la table pendant que je continuais à taper sur mon ordinateur portable. De l'autre côté, une voix résonna si douce qu'elle semblait sirupeuse. « Salut Isabella, qu'est-ce que tu fais ? J'appelais pour voir comment tu allais. Tu es partie si vite hier soir que toute la famille était très inquiète. Maman ne cesse de te mentionner. Elle dit que tu es juste en colère, mais qu'au fond tu es celle qu'il aime le plus. » Je fis une grimace de mépris. Je connaissais déjà ce ton. Elle ne m'appelait généralement que lorsqu'elle voulait me demander de lui commander un sac à main de créateur en promotion ou pour me demander de l'argent pour sa boutique de cosmétiques. Je répondis d'une voix calme mais froide. L'autre côté resta silencieux un moment. Elle semblait déconcertée par mon attitude ferme. Elle s'éclaircit la gorge, et son ton devint sérieux avec une touche de supplication. C'est seulement à cause du traitement de maman. Honnêtement, quand tu nous as montré ce tableau de dépenses, nous avons été choqués. Mais tu sais, nous venons de changer de voiture, nous n'avons pas d'argent liquide disponible. Pedro et Andrés sont aussi pressés. Nous sommes tous coincés. Elle s'arrêta, semblant tester ma réaction. Voyant mon silence, elle continua sur un ton de négociation, comme si elle achetait des légumes au marché. Faisons un marché, Isabella. Mes frères et moi en avons parlé. Chaque famille fera un effort pour contribuer à hauteur de 40 000 €. 3 familles totalisent 120 000 €. Nous te les donnons pour que tu puisses t'occuper des médicaments urgents de maman. Quant au reste, tu es l'aîné, tu as les ressources. S'il te plaît, couvre-le. Considère cela comme un avantage pour tes neveux. J'éclatai de rire. Un rire qui fit que certains clients à la table voisine se retournèrent pour me regarder. 120 000 € pour un forfait de traitement évalué à 4 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Ils essayaient de me jeter 120 000 € comme une aumône et de me faire prendre en charge les 3 880 000 € restants. L'audace humaine ne connaît pas de limite. Je pris le téléphone et prononçai chaque mot de manière claire et concise. Et, Isabella. Sa voix commença à paraître irritable. Je t'ai déjà dit que c'est une bénédiction de maman. Comment allons-nous le vendre ? De plus, ne nous mets pas trop la pression. Tu es si riche. Pourquoi es-tu radine avec ta belle-mère ? Je ne me retiens pas pour ta mère. Mon seul regret est d'avoir nourri un serpent en mon sein. Je me préparais à raccrocher. Oh, au fait, laisse-moi te donner un conseil. Savais-tu que maman possède une propriété commerciale au centre-ville évaluée à environ 2 millions d'euros ? Pourquoi ne lui dis-tu pas de la vendre et vous partagez l'argent ? Pourquoi devez-vous payer de votre propre poche ? Ta mère vous aime tellement. De l'autre côté, ce fut le silence. Je pouvais imaginer le visage de stupéfaction de ma belle-sœur et ses yeux brillants de cupidité. Maintenant, la nouvelle de l'ouverture du commerce secret serait sûrement une bombe lâchée parmi ces gens avides d'argent. Sérieusement ? Maman a un commerce local, bégaya-t-elle.
Vrai ou faux? Demande à ton mari ou à ta mère. Bon, je dois y retourner pour gagner de l'argent. Je n'ai pas le temps pour les commérages. Dans l'après-midi, une averse soudaine tomba, rendant l'atmosphère humide et lugubre. Juste au moment où j'arrivais dans le hall de l'appartement de service que j'avais loué, je vis Fernando qui m'attendait. Il portait une chemise froissée et tenait un sac en plastique contenant une boîte de pâtisserie de Saint-Jacques, mon dessert préféré. En voyant son apparence décharnée et misérable, une lueur de pitié traversa mon cœur, mais elle fut rapidement éteinte par la cruelle sobriété de la raison. Fernando me vit et courut vers moi avec un sourire forcé. « Isabella, tu es de retour. Je t'attendais. J'ai acheté ta tarta de Santiago parce que c'est ta préférée. Elle est fraîche et délicieuse. Montons parler. Je ne veux pas me disputer ici. » Je regardais la boîte en carton dans sa main. Je me souvenais du bon vieux temps. Chaque fois que je me mettais en colère, il utilisait cette ruse pour se faire pardonner. Il pensait que j'étais toujours la femme facile, qu'avec un petit cadeau et quelques mots doux, je pardonnerais toutes les erreurs. Mais il se trompait. La couverture, aussi délicieuse soit-elle, ne pouvait cacher la puanteur de la trahison. Nous sommes montés dans la chambre. Je ne lui ai rien proposé à boire, je me suis juste assise sur le canapé et je l'ai fixé. Fernando posa maladroitement la boîte en carton sur la table et commença à parler par détours. « Chérie, à propos d'hier soir. Maman est devenue un peu nerveuse. Maman m'a envoyé te parler. Maman a accepté de céder. Elle a dit qu'elle céderait. » Je fronçai les sourcils. « Va-t-elle me rembourser mon argent? » « Non, pas exactement. » Fernando déglutit, essayant de s'exprimer. « Maman a dit qu'elle sait que tu as été la plus touchée, alors elle a décidé de partager avec toi une partie de la propriété du local commercial du centre dont tu as parlé. Elle le mettra en nom conjoint. » Je ris intérieurement. Il s'avère que la femme de Miguel l'avait rapidement informé du rapport de renseignement. Doña Carmen, craignant que sa richesse cachée ne soit révélée, s'était empressée de sortir la carte de la distribution pour me faire taire. « Comment vas-tu le distribuer? » demandai-je d'une voix froide. « Maman a dit qu'elle te donnerait un tiers, » répondit Fernando, n'osant pas me regarder dans les yeux. « Tu posséderas un tiers de la propriété commerciale évaluée à environ 600 000 €. En retour, tu continueras à payer les frais médicaux et de subsistance de maman comme avant. Considère cela comme ta compensation. » Je ricanai en répétant le chiffre. Un tiers. Et à qui appartiennent les 2 tiers restants? Fernando resta silencieux pendant un long moment, tripotant l'ourlet de sa chemise comme un enfant espiègle, puis répondit à voix basse, « Ils sont pour mes 2 frères, Miguel et Andrés. Maman dit qu'un actif aussi important ne peut pas sortir de la famille. Tu seras en nom conjoint avec eux. S'il est vendu à l'avenir, il sera divisé proportionnellement. » La colère jaillit en moi comme du feu rencontrant de l'essence. Sortir de la famille. Il s'avère qu'après 10 ans de mariage, sacrifiant ma jeunesse et l'héritage de mes parents, j'étais toujours une étrangère à leurs yeux. Ils avaient peur que je me saisisse de la propriété, alors ils ont intégré leurs 2 fils pour me surveiller. Ils voulaient utiliser un tiers de ce mirage pour m'attacher et me transformer en leur esclave à fabriquer de l'argent pour la vie. Je bondis, saisis la boîte en carton sur la table et la jetai directement à la poubelle. Le bruit sourd fut comme le dernier lambeau d'affection que l'on brise. « Prends cette offre ridicule et dis ça à ta mère. » Je pointai la porte du doigt. Ma voix tremblait d'indignation. « Je ne suis pas une mendiante pour accepter une misère. Je suis ta femme, mais aux yeux de ta famille, je suis moins qu'une étrangère. Pars. Ne me force pas à appeler la sécurité pour te faire expulser. Je ne veux plus te supporter, et je ne veux plus du titre de belle-fille dans ta famille. » Après avoir mis Fernando dehors, je restai seul dans la pièce à regarder la ville illuminée. Mais mon cœur était sombre. Mon indulgence ne les avait encouragés qu'à aller plus loin. Ils pensaient que j'étais malléable. Ils pensaient qu'ils pouvaient utiliser un petit avantage pour acheter mon silence. Il était temps de leur montrer que l'Isabella d'aujourd'hui n'était plus la brebis naïve qu'ils pouvaient abattre quand ils le voulaient. Je pris mon téléphone. Mes doigts glissèrent rapidement sur l'écran. Je n'envoyais plus de messages privés à Fernando. J'allais directement dans le chat familial intitulé « Chère famille ». Le nom semblait si ironique maintenant. Le groupe comprenait ma belle famille, mon mari,
moi-même et mes 3 beaux-frères avec leurs épouses. Je pris une profonde inspiration et tapai un long message. Chaque phrase était soigneusement pesée, comme un document juridique. Chers parents et famille, tapais-je, appuyant fort sur les touches comme pour évacuer ma colère. Je marquai une pause. Je me souvenais de mon beau-père, Don Alonso, un homme qui maintenait toujours une façade respectable et fière, et qui avait de grandes entreprises à côté. Ce qu'il craignait le plus, c'étaient les scandales, l'attention juridique et l'origine de sa fortune. J'écrivis la fin, ferme comme une sentence. Je donne à la famille exactement 3 jours pour résoudre cela. Si après 3 jours je n'ai pas reçu l'argent et la coopération, je déposerai une plainte devant le tribunal civil. Dans le même temps, je demanderai au tribunal d'adopter des mesures conservatoires pour saisir tous les avoirs, y compris les biens immobiliers et les comptes bancaires appartenant à Madame Carmen Alonso, afin de garantir l'exécution du jugement. En tant que personne ayant géré les finances pendant 5 ans, je suis parfaitement consciente de tous les flux d'argent et de l'origine des actifs de la famille, y compris les sommes sensibles que ma belle famille ne voudrait voir révélées à personne. J'appuyai sur envoyer. Le message fut marqué en bleu, indiquant que tout le monde l'avait vu. Immédiatement, le chat habituellement bruyant devint silencieux. Personne n'osa utiliser une émoticône ou répondre par un seul mot. Je savais qu'ils avaient peur. La menace de saisie des avoirs et l'insinuation sur l'origine sensible avaient frappé droit au talon d'Achille de Monsieur Alonso. J'éteignis mon téléphone et le jetai de côté. Ce soir, sans aucun doute, beaucoup de gens dans cette maison ne dormiraient pas. Ils devraient courir dans tous les sens, craignant que leur secret ne soit révélé, craignant de perdre ce qu'ils essayaient désespérément de conserver. Quant à moi, je dormirais profondément pour rassembler mes forces pour la bataille finale qui m'attendait. 2 jours passèrent dans un silence terrifiant. Personne ne m'envoya de message, personne n'appela, mais je savais que ce n'était que le calme avant la tempête, le moment où il complotait de nouvelles conspirations encore plus viles. Le matin du 3e jour, juste au moment où le délai final allait expirer, mon téléphone vibra. L'écran affichait le numéro de Doña Carmen. Je répondis sans rien dire, attendant en silence. À l'autre bout, il y eut une toux suivie de la voix faible et tremblante de Doña Carmen. Elle semblait très pathétique. Isabella, reviens à la maison. Je suis désolé, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Je sais que j'ai eu tort. Je restai silencieuse. Je ne laisserai pas la pitié obscurcir mon jugement. Doña Carmen continua, la voix étranglée. Ton père m'a terriblement grondé. Il m'a dit que je suis une vieille femme sans cervelle. Je suis vraiment désolé aussi. Reviens pour le dîner avec la famille, et nous parlerons. Je promets que je réglerai cela équitablement. À quel point équitablement, maman, demandai-je sans émotion. Je vais récupérer l'appartement que j'ai donné à Pedro et à sa femme, dit rapidement Doña Carmen, comme si elle avait peur que je raccroche. Cette maison est située au meilleur endroit. C'est la plus précieuse. Je m'occuperai des papiers pour la mettre à ton nom immédiatement. Tu es la belle-fille aînée, tu mérites une meilleure part. Quant à Pedro, nous verrons. Reviens. Ta mère t'attend pour le dîner. J'ai gloussé. Un rire froid. Doña Carmen était une véritable vieille renarde. Elle savait qu'elle ne pouvait pas me faire taire avec de l'argent liquide, alors elle a eu recours à la stratégie de diviser pour régner, en me jetant un os pour semer la zizanie. Elle prévoyait de retirer la maison à Pedro et à sa femme, qui jubilaient face à ce cadeau, pour me la donner. Elle voulait faire de moi l'ennemi de mes alliés par alliance afin qu'ils me déchirent pendant qu'elle jouerait la mère impuissante au milieu. Si j'acceptais, cette maison me ferait passer pour la femme cupide qui a volé le pain de son beau-frère juste devant les parents. Pedro et sa femme me haïraient jusqu'à la moelle, et cette famille éclaterait dans une guerre civile sanglante. Mais c'était exactement ce que je voulais voir en ce moment. Je voulais voir le vrai visage des hypocrites lorsque leurs intérêts étaient menacés. D'accord, ai-je répondu, ma voix feignant la douceur. Je reviendrai ce soir, mais je vous préviens, je ne reviens pas pour recevoir la maison, mais pour voir comment ma belle famille résout cela équitablement. N'oubliez pas d'appeler mes beaux-frères et les familles de leurs femmes également. Les questions importantes ont besoin de témoins. Oui, je les ai déjà tous appelés. S'il te plaît, viens. Doña Carmen a raccroché, soulagée. J'ai accepté de revenir pour le dîner, mais pas avec l'attitude d'une belle fille obéissante qui revient pour s'excuser,
mais avec celle d'une spectatrice attendant la fin de la pièce. La porte de la villa s'est ouverte. Ce que j'ai vu était une scène si bondée qu'elle débordait presque. Suffocant. Non seulement la famille de mon mari était là, mais aujourd'hui, les parents des femmes de mes beaux-frères étaient également présents, ainsi que les parents de la femme de Pedro, de celle de Miguel et de celle d'Andrés. Ils étaient tous là, remplissant les canapés en cuir du salon. Le dîner de réconciliation de Doña Carmen s'est transformé en un banquet de guerre, avec la participation de toute une alliance de personnes craignant de perdre leur part. Doña Carmen n'était pas prostrée aujourd'hui comme d'habitude. Elle était assise à la place d'honneur, le dos droit. Son visage paraissait hagard à cause de ses récentes insomnies, mais son regard était encore étrangement vif. Quand elle m'a vu entrer, elle m'a adressé un sourire forcé. « Isabella, tu es de retour. Entre. Toute la famille t'attend pour le dîner. » J'ai ignoré les regards interrogateurs des autres belles-mères. J'ai choisi un fauteuil dans un coin et je me suis assise. Je ne me suis pas assise à table et je ne les ai pas salués avec effusion comme avant. J'ai parlé d'une voix calme, mais avec assez d'autorité pour couper court au chuchotement. Maman a dit qu'elle voulait discuter de quelque chose d'important. Je suis là. C'est bien que vous soyez tous réunis ici. S'il vous plaît, parlez franchement. Ne tournez pas autour du pot. Doña Carmen s'est raclé la gorge, a regardé Fernando, mon mari, qui se tenait toujours debout la tête baissée devant elle, puis a dit lentement, « Aujourd'hui, j'ai invité toute la belle famille ici pour servir de témoin. Je ne te blâme plus pour l'annulation des médicaments, Isabella. Je sais que mes enfants ont des difficultés, mais ma maladie ne peut rester sans traitement. Après de nombreuses nuits de réflexion, j'ai décidé ceci. » Elle fit une pause un instant, observant les réactions de chacun, puis déclara fermement, « Je vais m'arranger pour mettre ce chalet au nom de Fernando. Après tout, c'est le fils aîné. Il devra se charger de la vénération des ancêtres. Une fois le changement de nom effectué, Fernando et sa femme seront responsables de tous mes frais médicaux et de subsistance jusqu'à la fin de ma vie. Je considère que j'utilise mon héritage pour acheter des soins sans déranger personne. » Toute la pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a éclaté en murmures. J'ai ricané intérieurement. Doña Carmen était très rusée. Elle mettait le chalet au nom de Fernando, son fils biologique. Légalement, c'était une propriété qui n'était donnée qu'à lui seul. Je n'aurais aucun droit de décision à ce sujet. Mais l'obligation de payer le traitement incomberait à Fernando et à sa femme, c'est-à-dire que j'utiliserais mon argent pour subvenir à ses besoins, tandis que la propriété resterait fermement entre les mains de son fils, un coup de maître d'esquive. Elle maintenait sa réputation de belle-mère généreuse tout en me forçant à payer sans avoir aucun droit sur le bien. Mais Doña Carmen avait mal calculé l'avidité des autres. La mère de la femme de Miguel, une femme d'affaires avisée du marché de gros, fut la première à frapper du poing sur la table et à se lever. Elle pointa Doña Carmen du doigt, sa voix tonitruante, « Belle-mère, pensez-vous que ce soit juste ? Mettre cette villa d'une valeur de 3 millions d'euros au nom de votre fils aîné et de ma fille, alors que les 3 appartements que vous aviez promis sont criblés de taxes et de dettes ? Ils ne peuvent être ni vendus ni utilisés. Ils sont un fardeau. Maintenant, vous voulez tout donner à votre fils aîné. Que sommes-nous ? » Exactement, grogna le père de la femme de Pedro, le visage rougi. Il est censé lui donner une maison, mais en réalité, il force ma fille à assumer sa dette. Maintenant, il essaie de se débarrasser du perron du chalet pour échapper à ses responsabilités. Que les biens soient répartis équitablement. La belle-fille aînée, ayant de l'argent, est censée prendre les choses en main. C'est vrai, mais les droits doivent être justes. S'il fait cela, il nous discrimine. Il accule ma fille. La discussion a rapidement dégénéré en une confrontation collective. Les mots élégants et polis de la vie quotidienne ont disparu. À leur place, se trouvaient les mots les plus durs et les plus brutaux concernant l'argent. Mes belles-sœurs, qui m'appelaient autrefois sœurs d'une voix mielleuse pour me demander un sac à main ou un parfum, n'avaient plus l'esprit à agir comme de bonnes sœurs ou des belles filles dévouées. Elles étaient occupées à crier pour réclamer leurs propres droits. La femme de Pedro, qui se targuait toujours d'être une intellectuelle, avait maintenant le visage rouge. Elle élevait la voix et se disputait avec sa belle-mère. « Ne sois pas si éhontée, mère. Tu dis que tu nous aimes, mais pourquoi l'acte que tu nous as donné est-il hypothéqué à la banque ? Si Isabella ne l'avait pas dit, combien de temps nous aurais-tu trompés ?
Tu prévoyais de nous faire rembourser les dettes de l'entreprise de papa. Mal élevé, cria Doña Carmen, tremblante. Son visage était livide. J'ai élevé ton mari. Je vous ai donné des maisons. Et maintenant, tu me parles ainsi? Quelle maison? Interrompit la femme de Miguel de sa voix perçante et acide. Tu nous as donné la coquille d'une maison pleine de dettes. Il aurait mieux valu que tu ne nous donnes rien. Tu es très maligne. Tu gardes les bonnes choses pour ton fils aîné et tu nous jettes les os. Je vais vous le dire franchement, si vous ne distribuez pas cet argent par maison, ma famille ne contribuera pas d'un seul centime pour vos médicaments. Chacun garde son propre argent. Tout le monde s'occupe de soi-même. Mon beau-père, don Alonso, qui était resté assis en silence à boire du thé comme une statue, a soudainement frappé sa tasse contre la table, la brisant. Il a crié, « Taisez-vous, vous tous. Cette maison ne vous regarde pas, les belles filles. Je suis toujours en vie. Mon héritage est à moi. J'ai le droit de le donner à qui je veux. » Mais l'autorité du chef de famille semblait s'être évanouie devant le pouvoir de l'argent. La belle famille n'était pas en reste non plus. Ils se sont précipités pour défendre leur fille, accusant la famille de mon mari de fraude et d'exploitation. J'ai vu la femme d'Andrés, la plus jeune, pleurer et tirer sur la manche de son mari, le forçant à se lever et à réclamer ses droits. Mais les fils de Doña Carmen, y compris Fernando, ne pouvaient que rester assis, la tête basse, lâches et pathétiques. Ils avaient l'habitude de vivre au crochet de leur mère et de l'argent de leur femme. Maintenant, plongés dans une véritable lutte pour la survie, ils étaient complètement perdus. J'ai regardé Fernando, l'homme que j'avais autrefois aimé et en qui j'avais espéré. Maintenant, il n'était plus qu'une ombre floue. Il n'osait pas défendre sa mère, ni sa femme, ni tenir tête à ses frères. Il avait peur. Il avait peur de froisser tout le monde et finirait par tout perdre. J'avais pitié de lui et pitié de celle que j'étais autrefois. Au milieu de tout ce chaos, mon téléphone a sonné, sa tonalité aiguë et déplacée. J'ai regardé l'écran. C'était mon assistant de confiance. Il savait que j'étais dans une situation difficile. S'il appelait à cette heure-là, c'est que cela devait être extrêmement important. J'ai répondu et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Mes yeux étaient rivés sur le drame pathétique qui se déroulait devant moi. « Patronne Isabella, je suis désolé de vous déranger », dit mon assistant d'une voix urgente et excitée, mais je viens de recevoir les résultats de vérification de notre partenaire aux États-Unis. C'est énorme. Vous devez voir immédiatement l'email que je viens de vous envoyer concernant les flux de trésorerie pour le traitement de Madame Carmen. J'ai froncé les sourcils et lui ai dit de se dépêcher de me faire un résumé. Oui. Un solde de 1,1 million d'euros vient d'apparaître sur le compte de résident américain au nom de Carmen Alonso. L'historique des transactions montre que ce montant a été transféré progressivement au cours des 5 dernières années. Cela coïncide avec les dates auxquelles vous avez transféré de l'argent pour payer les frais d'hospitalisation à la société Médico Corporation GEFA, elle n'a pas dépensé l'argent pour le traitement. Elle blanchit de l'argent et accumule des avoirs à l'étranger. La nouvelle m'a frappé comme un éclair. Tous les bruits autour de moi se sont soudainement arrêtés. 1,1 million d'euros. 10 millions d'euros. L'argent pour lequel j'avais dû vendre la maison, emprunter et travailler jour et nuit pour elle. Il s'est avéré qu'il était toujours intact dans sa poche. Il avait simplement été transféré d'une poche à l'autre, de l'Espagne vers les États-Unis. J'ai raccroché le téléphone. Ma main serrait l'appareil jusqu'à ce que mes articulations me fassent mal. Un frisson m'a parcouru l'échine, s'est propagé dans tout mon corps et s'est transformé en une fureur brûlante qui consumait mon âme. Je suis resté là, immobile comme une pierre au milieu du tourbillon, tandis que les gens autour de moi continuaient à crier et à s'insulter pour quelques euros. Ils ne savaient pas que la personne qu'ils combattaient pour éviter la responsabilité des soins était en réalité une millionnaire secrète, assise sur une montagne d'argent dont ils n'oseraient même pas rêver de toute leur vie. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler ma respiration rapide. J'ai ouvert l'email sur mon téléphone. J'ai rapidement parcouru le relevé bancaire que mon assistant venait d'envoyer. Chaque numéro, chaque date apparaissait clairement. Le 15 octobre de l'année dernière, j'ai transféré 400 000 euros. 3 jours plus tard, le compte de Madame Carmen aux États-Unis a reçu 80 000 $. J'ai payé la deuxième échéance le 20 décembre. L'autre compte a reçu l'argent. Une coïncidence glaçante. Ainsi,
Au cours des 5 dernières années, je n'ai pas payé pour le traitement de ma belle-mère. J'étais un outil pour elle et son fils pour blanchir de l'argent, préparant une vie confortable à l'étranger, dans un montage dans lequel mon nom n'a probablement jamais été impliqué. Je me suis levé lentement. Mon mouvement était fluide, mais le silence et l'aura de froid qui émanaient de moi ont poussé les gens autour de moi à cesser brusquement de se disputer. Tous les regards étaient fixés sur moi, curieux et prudents. Doña Carmen, qui faisait semblant d'avoir des difficultés à respirer, a sursauté en me voyant me lever avec une expression étrange. Son regard errait. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce, j'ai saisi la télécommande de la télévision et j'ai brusquement éteint le journal télévisé qui passait, plongeant la pièce dans un silence étouffant. J'ai regardé Doña Carmen droit dans les yeux. Ma voix résonnait, pas fort, mais chaque mot était clair, comme le marteau d'un juge prononçant une sentence. Maman, je viens de recevoir des nouvelles très intéressantes des États-Unis. Je pense que vous et toute la famille devriez les écouter afin que nous puissions arrêter de nous disputer pour savoir qui doit vendre sa maison pour vous sauver. Doña Carmen a sursauté et a bafouillé. Des nouvelles? Quelles nouvelles? Qu'est-ce que tu vas comploter maintenant? Je ne complote rien, ai-je dit. J'ai pris mon téléphone. L'écran brillait, affichant le relevé bancaire. Je veux juste vous poser une question. Pouvez-vous m'expliquer, ainsi qu'à toute la famille, pourquoi le compte au nom de Carmen Alonso à la Jade Bank aux États-Unis affiche actuellement un solde de 1,1 million d'euros? Ma question est tombée au milieu de la pièce comme une bombe. L'espace a semblé se briser. Fernando, qui était assis la tête basse, a bondi, le visage livide. Mes belles-sœurs et leurs parents ont ouvert des bouches bées, ne croyant pas ce qu'ils entendaient. 1,1 million d'euros, murmura le père de la femme de Pedro. Sa voix tremblait. Combien cela fait-il en euros? Cela fait presque 10 millions d'euros, ai-je répondu, sans quitter Doña Carmen des yeux. Doña Carmen ne pouvait plus maintenir sa fausse contenance. Elle tremblait. Son corps s'est effondré, glissant sur le canapé. Elle a regardé Fernando pour obtenir de l'aide, mais Fernando était paralysé. La sueur coulait sur son visage. Un silence de mort a enveloppé la grande pièce. On n'entendait plus que la respiration laborieuse de Doña Carmen et le ronronnement du climatiseur. Les regards convoiteux de mes beaux-frères et de leur famille sont passés de l'étonnement à la colère, puis à l'avidité, alors qu'ils regardaient Doña Carmen. 10 millions d'euros en liquide. Une somme gigantesque que, même s'ils travaillaient toute leur vie, ils ne pourraient peut-être pas atteindre. Et pourtant, cette vieille femme malade, qui se plaignait toujours d'être pauvre et démunie, la possédait. La mère de la femme de Miguel fut celle qui réagit le plus vite. Elle courut vers Doña Carmen, sa voix tremblante d'excitation. Isabella dit la vérité? Vous avez autant d'argent, mère? Vous avez 10 millions d'euros en main et vous nous avez forcés à vendre nos maisons? Vous avez forcé Isabella à vendre sa dot pour payer votre traitement? Mère, que sommes-nous pour vous? Doña Carmen bafouilla. Ses lèvres tremblaient. Elle essaya de trouver une excuse. Non, ce n'est pas cet argent. C'est de l'argent pour mes vieux jours, pour économiser. Je voulais le garder pour mes enfants. De l'argent pour vos vieux jours? Je l'ai coupé. Ma voix était aussi froide qu'une lame de rasoir. Mère, je me suis tourné vers Fernando, le mari avec qui j'avais partagé 10 ans. Fernando, tu le savais aussi, n'est-ce pas? Cet argent était transféré via la société Medico Corp, dont le patron entretient une relation très étroite avec toi. Ta mère et toi avez orchestré cette mascarade pendant 5 ans, me regardant comme une idiote qui s'épuisait pour engraisser votre compte secret. Êtes-vous seulement humain? Fernando baissa la tête. Il n'osa pas dire un mot. Son silence était l'aveu le plus clair. Toute la famille de mon mari me regarda, puis se regarda. Ils réalisèrent que dans cette partie d'échecs, j'étais la victime, mais aussi la seule personne lucide qui détenait la preuve vitale. J'ai jeté les papiers du divorce sur la table, juste devant Fernando et Doña Carmen. Le son sec du papier frappant le bois. Signez immédiatement et préparez-vous à me rembourser, tous les deux. 8 millions d'euros plus les intérêts bancaires. Sinon, demain, toutes les preuves de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de fraude seront présentées à l'agence d'investigation. Alors, non seulement vous perdrez de l'argent, mais toute cette maison ira en prison. Doña Carmen, en entendant le mot prison,
a roulé des yeux et s'est vraiment évanoui cette fois. Mais personne, ni ses enfants ni sa belle famille, ne s'est précipité pour l'aider. Il restait là, la regardant avec mépris et calcul. Ils étaient occupés à réfléchir à la manière de détruire ces 10 millions d'euros ou à la manière d'échapper à ce scandale juridique. J'ai regardé la scène chaotique une dernière fois. Il ne restait plus une trace d'affection dans mon cœur. J'ai pris mon sac, je me suis retourné et je suis sorti directement. Le vent de la nuit s'est glissé dans mes yeux, emportant les frustrations que j'avais accumulées pendant si longtemps. Je savais que la bataille juridique à venir serait encore plus ardue, mais je n'avais pas peur parce que j'avais percé à jour leurs âmes sombrées, surtout, j'avais retrouvé mon propre courage. L'air dans la pièce semblait épais, si lourd que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. J'ai fixé mon regard sur Fernando, l'homme que j'avais consacré toute ma jeunesse à aimer et en qui j'avais eu confiance. Je lui ai posé une question dont je connaissais déjà la réponse, mais j'avais besoin de l'entendre de sa propre bouche pour éteindre la dernière lueur d'espoir qu'il me restait. Fernando, réponds-moi. Étais-tu au courant pour les 1,1 million d'euros sur le compte de ta mère? Savais-tu que mes 5 années de paiement de médicaments ne servaient qu'à transférer de l'argent vers les États-Unis? Fernando regardait le sol, les mains serrées jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches. Il n'osait pas lever les yeux vers moi ni vers sa mère. Son silence s'éternisait chaque seconde comme un couteau s'enfonçant dans mon cœur. Enfin, il bafouilla, sa voix sortant d'une gorge sèche. Je voulais seulement le meilleur pour ma mère. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour ses vieux jours pour avoir l'esprit tranquille. Je ne pouvais pas lui désobéir. Le meilleur pour ta mère? J'ai éclaté de rire. Un rire amer a résonné entre les 4 murs luxueux mais froids. Tu voulais ce qu'il y avait de mieux pour ta mère, alors tu as conspiré avec elle pour tromper ta femme. Tu m'as vu vendre la maison de mes parents. Tu m'as vu demander des prêts. Tu m'as vu porter les mêmes vêtements pendant 3 ans sans oser en changer, pendant que ta mère était assise sur une montagne de 10 millions d'euros. Appelles-tu cela de la piété filiale? J'appelle cela de la misère, Fernando. Doña Carmen, désormais consciente après son évanouissement, restait immobile sur le canapé, les yeux fermés. Elle n'osait pas affronter la dure vérité. Ma belle-sœur et ses parents regardaient la mère et le fils avec dégoût, mêlé de pitié. Ils regrettaient de ne pas avoir su plus tôt pour pouvoir gâcher ce délicieux gâteau, et ils se sentaient dégoûtés en réalisant qu'eux aussi n'étaient que des pions entre les mains de cette vieille femme malveillante. Je me suis approché de la table basse, j'ai pris les papiers du divorce que j'avais déjà signés et je les ai jetés avec force devant Fernando. Le papier blanc est tombé et a atterri juste à ses pieds comme une sentence pour 10 ans de mariage rempli de mensonges. Signe. Ne dis pas un mot de plus. Tu me dégoûtes. Les biens matrimoniaux sont divisés par 2 et je calculerai la dette de 2,8 millions d'euros avec les intérêts directs. Souvenez-vous, toi et cette famille, moi, Isabella, je peux tolérer des pertes par affection, mais quand l'affection s'épuise, je l'exigerai jusqu'au dernier centime. Fernando essaya de tendre la main pour me saisir, en bafouillant, Isabella, calme-toi. Parlons dans la chambre. Ne me touche pas, ai-je dit, repoussant sa main. Mon regard froid le fit reculer. À partir de ce moment, nous sommes des étrangers. Préoccupe-toi de ta piété filiale. Reste avec ta mère millionnaire. Je vais faire mon propre chemin dans la vie. Je me suis retourné et je suis parti rapidement. Le bruit de mes talons sur le sol en marbre froid était décisif et ferme. Derrière moi, les pleurs plaintifs de Doña Carmen retentirent à nouveau. Les insultes entre mes beaux-frères commencèrent à éclater. Cette famille ostentatoire, ce faux monument au bonheur, s'écroulait enfin sous mes yeux. J'ai quitté la maison la nuit même, louant temporairement un appartement de luxe en centre-ville. La chambre était spacieuse, avec tout le confort, mais la solitude m'envahissait chaque nuit. Cependant, je ne me suis pas permis d'être faible. Je savais que la bataille juridique avec la famille de mon mari ne faisait que commencer, et j'avais besoin d'être plus lucide que jamais. L'avocat, Ricardo, travaillait de manière très efficace. 2 jours seulement après mon départ, il m'a convoqué à son bureau avec un dossier épais à la main. L'expression de Ricardo était plus sérieuse que d'habitude. Ses yeux me regardaient avec un mélange de prudence et d'inquiétude. Isabella, c'est plus compliqué que vous ne le pensez, commença Ricardo, en poussant le dossier vers moi.
Les 1,1 million d'euros sur le compte de Donia Carmen ne sont pas simplement de l'argent qu'elle a économisé ou accumulé grâce à de petites entreprises dans le passé. J'ai froncé les sourcils, j'ai pris le dossier et j'ai feuilleté les pages. Des chiffres, des relevés bancaires et des noms de sociétés inconnues sont apparus devant moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'où vient cet argent? Vous souvenez-vous que votre beau-père, Don Alonso, était le directeur d'une usine d'exportation de bois appartenant à l'État avant de prendre sa retraite, demanda Ricardo, montrant un diagramme complexe de flux de trésorerie. Il y a 7 ans, cette usine a fait l'objet d'une enquête pour la perte d'une grande quantité de matières premières et de fonds salariaux, mais l'affaire a été classée faute de preuves. Ce rapport montre qu'une grande quantité d'argent provenant des partenaires étrangers de l'usine a été transférée en boucle par des sociétés écrans, dont Medico Corp, et a fini par atterrir sur le compte de résident de Donia Carmen. Le tout sous le couvert du paiement de frais d'hospitalisation et de parrainages médicaux. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ainsi, le cancer de ma belle-mère n'était pas seulement une excuse pour m'extorquer de l'argent, mais aussi un canal de blanchiment d'argent parfait pour les fonds détournés de Don Alonso. Ils ont utilisé ma piété filiale et ma confiance. Ils ont utilisé l'argent propre que j'ai obtenu en vendant la maison de mes parents pour blanchir cet argent sale. Je pensais que Donia Carmen n'était qu'une femme cupide et égoïste, mais il s'avère que toute la famille était un gang criminel organisé caché derrière la façade d'une famille respectable. Alors Don Alonso est le véritable propriétaire de cet argent. Ma voix tremblait d'horreur. Oui, acquiesça Ricardo d'une voix grave. Il a utilisé Donia Carmen comme prête-nom pour le compte étranger et vous comme outil pour transférer l'argent légalement. Si cela est découvert, M. Alonso sera presque certainement poursuivi pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. La peine pour 1,1 million d'euros, vous savez, ne sera pas inférieure à 20 ans de prison. J'ai laissé tomber le dossier sur la table, me sentant nauséeuse. J'avais vécu avec ces gens pendant 10 ans. Je les appelais père, mère et mari. Je les ai servis de tout mon cœur pour réaliser que je n'étais qu'un pion dans leur partie d'échecs remplie de crimes. Ma haine a éclaté avec force. Non seulement ils m'ont volé mon argent et ma jeunesse, mais ils ont aussi fait de moi une complice d'un crime à mon insu. Ricardo, j'ai levé les yeux, mon regard fixe. Préparez toutes les preuves. Je ne leur laisserai pas de repos. Ils ont essayé de jouer sale contre moi, je vais leur montrer ce que c'est que d'être battu avec leur propre bâton. Ricardo m'a regardé et a hoché la tête avec détermination. D'accord. Je vous soutiendrai pleinement, mais faites attention. Quand un animal est acculé, il mord. 2 jours plus tard, j'étais assise dans mon bureau en train de revoir des contrats commerciaux quand mon assistant a frappé à la porte. Son visage montrait de la confusion. « Chef Isabla, il y a quelqu'un qui veut vous voir. »« C'est votre beau-père, Don Alonso. » Le monsieur insiste pour rester dans le hall de réception. Il ne partira pas s'il ne vous voit pas. J'ai fait une grimace. Je n'étais pas surprise. Je savais que la nouvelle que j'avais des preuves de blanchiment d'argent était sûrement parvenue aux oreilles de Don Alonso. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai ajusté mon tailleur et j'ai dit, faites-le entrer. La porte s'est ouverte et Don Alonso est entré. L'homme digne et respectable qui avait autrefois des airs de supériorité et faisait la leçon à sa belle-fille semblait maintenant émacié. Il avait vieilli de 10 ans en quelques jours seulement. Ses cheveux étaient gris, ses yeux étaient enfoncés et cernés de noir. Ses vêtements étaient froissés. Il ressemblait à une âme en peine. Il regarda autour de lui mon bureau luxueux, ses yeux révélant de la peur et de l'inconfort. « Isabla, dit Don Alonso, sa voix rauque et tremblante. Fille, je suis venu te voir. Je ne me suis pas levé pour lui offrir à boire, et je ne l'ai pas appelé père comme je le faisais habituellement. Je me suis assise dans le fauteuil de directrice, les bras croisés, le regardant avec la froideur d'un partenaire d'affaires à une table de négociation. Don Alonso, nous n'avons plus besoin de jouer la comédie. Vous n'êtes pas venu ici pour demander des nouvelles de ma santé, n'est-ce pas? Dites ce que vous avez à dire directement. Mon temps est précieux. Don Alonso s'approcha de mon bureau, tremblant, agrippant le bord pour garder l'équilibre. Isabla, je sais. Je sais que ma famille t'a blessé. Pour ma femme, pour Fernando, je m'excuse. Mais ma fille, pourrais-tu s'il te plaît ignorer l'affaire concernant le compte aux États-Unis? Ne porte pas cette affaire devant les tribunaux. Je t'en supplie. Pourquoi devrais-je l'ignorer? Demandai-je d'une voix ferme. Je sais,
je sais, bafouilla don Alonso. La sueur coulait sur son front. Mais si cela s'ébruite, j'irai en prison. Toute cette maison s'écroulera. Ma fille, pour les 10 années que nous avons partagées à cause de Fernando, donne-moi une issue. Sur ce, don Alonso s'est soudainement agenouillé. L'homme qui avait autrefois été le directeur, le chef autoritaire de la famille, était maintenant à genoux sur le sol froid devant son ancienne belle-fille. Son action m'a stupéfié un instant, mais j'ai immédiatement ressenti une vague de dégoût. Il ne s'agenouillait pas par remords, il s'agenouillait par peur, voulant protéger sa vie et sa réputation fabriquée. « Levez-vous, s'il vous plaît », ai-je dit sans aucune émotion. Faire cela ne vous rend que plus pathétique. Vous m'avez appris à vivre la tête haute. Pourquoi est-elle si basse maintenant? Il s'avère que ces principes n'étaient que des mots vides utilisés pour masquer la pourriture intérieure. Don Alonso était toujours à genoux. Des larmes coulaient sur son visage ridé. Je t'en supplie. J'ai eu tort. J'ai détourné cet argent il y a longtemps. Je voulais le mettre de côté pour que Fernando puisse émigrer. Je ne m'attendais pas à ce que les choses en arrivent là. Demande-moi tout ce que tu veux, mais garde le silence. J'ai laissé don Alonso s'agenouiller là quelques minutes de plus, assez longtemps pour qu'il sente le prix de l'avidité et des mensonges. Puis je me suis levé lentement, j'ai contourné le bureau et je me suis tenu devant lui. Je l'ai regardé, mon regard était tranchant comme un couteau. Chaque mot que je prononçais était froid et décisif. Très bien. Je vais vous donner une dernière chance, mais vous devez vous rappeler qu'il s'agit d'une négociation, pas d'une œuvre de charité. Don Alonso a levé la tête, ses yeux brillants d'espoir. Dis-moi, j'accepte n'importe quelle condition. J'ai levé 3 doigts, énumérant chaque condition clairement. Premièrement, rendez-moi immédiatement 2 800 000 euros, incluant les 2,5 millions d'euros de capital que j'ai dépensés au cours des 5 dernières années, plus les intérêts bancaires calculés au taux du prêt commercial. L'argent doit être sur mon compte dans les prochaines 24 heures. Don Alonso a dégluti, hochant la tête à plusieurs reprises. Oui, je l'aurai. Je vais vendre des terres au village. Deuxièmement, ai-je continué, ma voix se durcissant, Doña Carmen doit venir en personne à ce bureau pour s'excuser publiquement devant mes employés. Elle m'a humilié devant ma famille. Maintenant, elle doit restaurer mon honneur. Je veux qu'elle admette sa tromperie et ses mensonges. Le visage de don Alonso est devenu pâle. Il savait à quel point Doña Carmen était fière. La forcer à s'excuser auprès de sa belle-fille était comme la tuer. Mais voyant mon regard ferme, il savait qu'il n'avait aucun droit de négocier. Je ferai en sorte que ma femme le fasse. Et troisièmement, ai-je terminé, finaliser le divorce avec Fernando immédiatement. Je veux que tout soit fait pacifiquement et rapidement. Les biens matrimoniaux doivent être divisés en 2. Je ne prendrai pas un seul centime des vôtres, mais je ne vous permettrai pas non plus de garder un seul euro des miens. Après le divorce, cette maison et moi n'aurons plus aucun rapport. Si vous ou quelqu'un de votre famille osez m'importuner, moi ou ma famille, ce dossier sera envoyé immédiatement. Don Alonso a baissé la tête, tremblant. Il savait qu'il avait tout perdu, l'argent, l'honneur, et même la belle-fille qui avait été si dévouée. Mais pour maintenir sa liberté, pour éviter d'aller en prison à son âge, il a été contraint d'accepter. J'accepte, a-t-il bégayé d'une voix faible. Mais je n'ai pas les 2,8 millions d'euros en liquide tout de suite. J'ai une scierie secrète à la périphérie. Je la vendrai aujourd'hui. Accorde-moi un jour de grâce. J'ai grincé des dents. Il s'avérait qu'ils avaient encore un fonds secret. En plus des 1,1 million d'euros, cette famille avait de nombreux secrets. Très bien. Je vous donne 24 heures. Demain à la même heure. Si l'argent n'est pas sur mon compte, préparez-vous à recevoir la police. La nouvelle que la famille Alonso, une famille respectable du quartier, vendait précipitamment ses actifs s'est propagée comme une traînée de poudre. Les agents immobiliers et les commerçants chuchotaient que la famille était en faillite ou avait des problèmes juridiques et avait désespérément besoin de liquidités pour des pots de vin. J'étais assise dans mon bureau climatisé, écoutant mon avocat, Ricardo, me tenir au courant de la situation au téléphone. Je ne ressentais pas une once d'émotion, seulement un sentiment de pitié et de dérision envers ce qu'ils appelaient une famille modèle. Ricardo m'a dit, sa voix mêlant exaspération et amusement, « Isabella, tu ne peux pas imaginer.
Don Alonso vient de vendre précipitamment la scierie secrète à la périphérie de la ville pour une bouchée de pain seulement 2/3 de sa valeur marchande pour réunir de l'argent le plus rapidement possible. Mais le drame est que les 3 belles-filles bien-aimées de Doña Carmen, sentant l'argent, ont rampé au bureau du notaire pour exiger leur part. Il s'avère qu'en apprenant que leurs beaux-parents étaient sur le point de faire faillite, elles ont décidé de se rendre au bureau pour réclamer leur part. Rien ne pouvait compenser l'argent détourné et la dette qu'ils avaient envers moi. Les 3 belles-sœurs ont soudainement laissé tomber leur façade dévote. Elles ont réalisé que les 3 appartements qu'on leur avait donnés n'étaient en réalité qu'un mirage criblé de risques juridiques et de dettes. Alors maintenant, voyant Don Alonso avec l'alias de billets provenant de la vente de l'usine, elles se sont jetées sur lui comme des papillons de nuit vers une flamme. Ricardo a dit que la scène au bureau du notaire avait été un drame réel dont beaucoup de gens avaient été témoins. La femme de Miguel, la plus agressive des 3, a saisi la manche de Don Alonso et a crié « Tout ce que tu gagnes en vendant l'usine, tu dois le partager avec nous. J'ai servi cette maison pendant des années. Maintenant, tu vas rembourser les dettes à une étrangère et nous laisser mourir de faim. » La femme de Pedro n'était pas en reste non plus. Elle a crié que son mari, le 2e fils, avait contribué davantage et a exigé une part équitable. Ricardo a dit que la scène était si chaotique que les agents de sécurité ont dû intervenir. Les 3 frères, des hommes adultes, au lieu de calmer leur femme, se lançaient des regards pleins de ressentiment. Ils avaient tous peur de perdre plus que les autres. Don Alonso, qui était autrefois celui qui donnait les ordres, se trouvait maintenant au milieu du cercle de ses fils. Son visage était pâle, impuissant et désespéré. Il a réalisé que ce qu'il avait nourri pendant si longtemps n'était pas de l'affection, mais de l'avidité. Quand l'argent est venu à manquer, la façade de la famille heureuse a éclaté comme une bulle de savon. Cet après-midi-là, la pluie continuait de tomber sans relâche. Mon assistante est entrée dans le bureau. Son visage montrait un certain malaise. Patronne Isabella, Doña Carmen est en bas dans le hall. Elle est trempée. Elle dit qu'elle veut s'excuser. L'agent de sécurité a essayé de la mettre dehors, mais elle est restée à genoux, en pleurs. Elle a attiré beaucoup d'attention. J'ai soupiré et j'ai fermé le dossier. Doña Carmen, la femme qui apparaissait toujours avec un air élégant et distingué, recourait maintenant à une stratégie pathétique pour susciter ma pitié. J'ai fait signe de la laisser entrer. La porte s'est ouverte et j'ai failli ne pas reconnaître la femme qui se tenait devant moi. Doña Carmen avait vieilli de 10 ans en quelques jours seulement. Sa coiffure élaborée était maintenant ébouriffée. La robe de velours rouge hautaine de la fête d'anniversaire avait été remplacée par des vêtements sombres et froissés. Elle est entrée d'un pas hésitant, recroquevillée comme une criminelle en attente de sa sentence. En me voyant, Doña Carmen s'est précipitée vers moi. Elle a essayé de me prendre la main, mais j'ai reculé, maintenant une distance de sécurité. Elle s'est arrêtée et a éclaté en sanglots. Ses pleurs étaient pitoyables et déchirants. Isabella, j'ai eu tort. Je suis désolé, ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne à ton beau-père. Ton beau-père a vendu tous ses biens, mais il lui manque encore un peu d'argent. Peux-tu nous donner un peu plus de temps? Je jure que Fernando se rachètera auprès de toi pour le reste de ta vie. Je l'ai regardé. Je n'éprouvais aucune compassion, seulement une lassitude fatiguée. Je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai dit froidement, Doña Carmen, arrêtez la comédie. Vous n'êtes pas venu vous excuser par remords de m'avoir trompé. Vous êtes venu ici parce que vous aviez peur d'aller en prison, peur de perdre tout votre argent, n'est-ce pas? Si je n'avais pas découvert ces manigances aujourd'hui, m'auriez-vous respecté, ou auriez-vous continué à m'exploiter jusqu'à la mort? Doña Carmen était sans voix. Les larmes continuaient de couler, mais ses yeux papillonnaient, trahissant son malaise. Je suis vieille. Je suis devenue sénile. Je voulais juste m'occuper de mes enfants et de mes petits-enfants. En vous occupant de vos enfants et de vos petits-enfants en trompant votre belle-fille, les jeux coupés. Ma voix était ferme. Vous dites que vous aimez Fernando, mais vous en avez fait un homme pathétique et lâche qui dépend de sa mère. Vous dites que vous aimez vos petits-enfants, mais vous leur avez enseigné la leçon de la fraude et de l'avidité. Ce n'est pas moi que vous avez déçu, vous avez failli à votre propre dignité. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Je ne voulais plus voir ce visage hypocrite. Partez. Mon beau-père a promis de tout payer. Je ne laisserai pas un seul centime se perdre.
Quant à ses excuses, je ne les accepte pas. Elles sont trop bon marché. Elles ne suffisent pas à racheter 5 ans de ma jeunesse et de ma confiance. Donia Carmen se tenait là, tremblante, s'agrippant au dossier de la chaise. Elle a réalisé que sa dernière tentative émotionnelle n'avait pas fonctionné. Je n'étais plus la belle-fille naïve qu'elle pouvait manipuler. Elle est sortie en rampant, le dos voûté, seule et pitoyable. La pluie continuait de tomber, froide, comme la fin même qu'elle devait accepter. Exactement 24 heures après mon ultimatum, mon téléphone a émis un bip sec. J'ai ouvert le message de la banque. La notification de changement de solde indiquait clairement plus de 2 800 000 €. Le motif du virement n'était qu'un mot, paiement. Pas d'excuses, pas de message double, juste une transaction directe pour acheter la paix et la liberté. J'ai tenu le téléphone dans ma main, fixant la longue suite de 0. J'aurais dû ressentir de la joie, me réjouir d'avoir obtenu justice et d'avoir gagné contre ces gens sans scrupules. Mais étrangement, ma poitrine me semblait lourde. Cette somme était vraiment importante, assez pour acheter une belle maison et vivre confortablement pendant longtemps, mais c'était le prix de 5 ans de ma jeunesse, 5 ans à m'épuiser en cuisine, 5 ans à tolérer chaque mot cruel, 5 ans à sacrifier mon bonheur personnel. Je me suis souvenu de l'image de mes parents lorsqu'ils avaient vendu la maison familiale pour me donner l'argent nécessaire pour sauver ma belle-mère. Les yeux de mon père étaient remplis de tristesse, mais il m'encourageait toujours. Ma mère essuyait secrètement ses larmes dans la cuisine. Ces 2,8 millions d'euros étaient une richesse pour les autres, mais pour moi, ils étaient le sang et les larmes de mes parents. J'ai pris une profonde inspiration, séchant la larme qui pointait au coin de mon œil. J'ai ouvert l'application de la banque et j'ai effectué un autre virement. J'ai transféré presque tout cet argent sur le compte de mon père avec un court message: « Papa, maman, j'ai récupéré notre maison. Ne vous inquiétez plus pour moi. Votre fille a réussi. » En appuyant sur envoyer, j'ai eu l'impression d'avoir soulevé le lourd fardeau qui pesait sur mon cœur depuis si longtemps. J'avais payé ma dette de gratitude envers mes parents, bien que je sache que je ne pourrais jamais pleinement rembourser leur gentillesse. J'ai gardé le reste de l'argent comme capital. Je l'investirai dans le projet d'entreprise que je planifiais depuis si longtemps mais que je n'avais pas osé lancer parce que j'étais occupé à être une belle fille. J'ai regardé la ville illuminée. Les lumières brillantes étaient comme des étoiles d'espoir. J'ai réalisé que l'argent perdu peut être récupéré, mais que la dignité et le respect de soi ne le peuvent pas. J'avais récupéré les deux. À partir de demain, chaque euro que je gagnerai sera pour mon propre bonheur et pour les gens qui m'aiment vraiment, et non pour soutenir des gens ingrats et sans scrupules. Il ne pleuvait pas le jour du jugement, mais le ciel était gris et sombre. Les nuages noirs pesaient sur le ciel comme s'il annonçait une tempête imminente. Ou peut-être étaient-ils les restes de la tempête dans mon cœur qui venait de passer. Je suis arrivé tôt et je me suis assise dans la salle d'attente, impeccable dans mon costume noir. Cette fois, je suis venu seul. Je n'avais pas besoin de Ricardo, je voulais mettre fin à cette étape de ma vie moi-même. Fernando est arrivé avec 15 minutes de retard. Quand il est entré, j'ai eu du mal à reconnaître l'homme qui était autrefois si beau et brillant. Fernando était émacié, ses joues étaient creuses, sa barbe n'était pas rasée et les vêtements qu'il portait étaient froissés et négligés. Il était seul, l'air hébété. Ses yeux, marqués par des cernes profonds, étaient remplis de lassitude et de désespoir. Nous nous sommes assis en face du médiateur. Fernando m'a regardé, ses yeux reflétaient un plaidoyer pitoyable. Lorsque l'officier a posé des questions sur ses derniers souhaits, Fernando s'est penché vers moi, la voix rauque. « Isabella, je t'en supplie, ne divorçons pas, papa a vendu tous ses biens pour te payer. Les maisons sont hypothéquées. Maintenant, toute ma famille doit s'installer au village, dans la vieille maison que ma grand-mère a laissée. J'ai tout perdu. Donne-moi une chance de recommencer. Je te promets que je me rachèterai. Je suivrai tes conseils. » J'ai regardé Fernando. J'ai écouté ses promesses vides. Mon cœur était aussi froid que de la cendre. Il se plaignait d'être pauvre, de sa misère, espérant que je m'attendrirais par pitié, mais il oubliait que c'était sa propre faiblesse et sa complicité qui m'avaient poussé à ce point. Si je n'avais pas découvert le secret financier, serait-il là aujourd'hui à me supplier? Ou continuerait-il à jubiler avec sa mère et ses frères, dépensant l'argent gagné à la sueur de mon front? Fernando, ai-je dit, d'une voix calme mais ferme, tu as laissé passer cette opportunité il y a longtemps.
Depuis le jour où tu es resté là à regarder ta mère m'humilier à la fête. Depuis le jour où tu as découvert que ta mère avait de l'argent et que tu m'as quand même forcé à vendre ma maison. Tu ne m'aimais pas, tu n'aimais que le confort et l'argent que je fournissais. Maintenant que tu as tout perdu, tu te souviens de moi. C'est trop tard. J'ai pris le stylo et j'ai signé la demande de divorce d'un trait ferme. Le bruit de la pointe contre le papier était comme le déchirement d'un rideau du passé. J'ai poussé le papier vers Fernando. Signe. Conserve au moins le dernier lambeau de dignité d'un homme. Ne me force pas à te mépriser davantage. Fernando tremblait en ramassant le stylo. Des larmes sont tombées sur la table. Il a fini par signer, son écriture était tordue et tremblante. Doña Carmen, après le choc de la perte de sa fortune et de l'abandon de ses belles-filles, a subi une véritable attaque. Ce n'était plus l'évanouissement farfelu d'autrefois. Elle était paralysée, la bouche déformée et incapable de parler. Tous ses besoins personnels devaient être comblés par d'autres. Ironiquement, les 3 belles-filles qui rivalisaient autrefois de flatterie pour obtenir une maison ne s'approchaient plus d'elle pour lui rendre visite ou s'occuper d'elle. Elles donnaient des excuses sur leur emploi du temps chargé ou leurs enfants. La femme de Miguel a déclaré effrontément, le frère aîné a gardé la maison, qu'il s'en occupe. En tant que belle-fille, nous ne recevons rien, nous n'avons donc aucune responsabilité. Les appartements, qui n'étaient qu'un mirage, ont été saisis par la banque après la faillite de la société écran de Don Alonso, provoquant l'éclatement des 3 petites familles. Mari et femme se disputaient toute la journée à cause des dettes. Le fardeau de s'occuper de la mère paralysée et du vieux père ruiné est retombé sur Fernando. Il a dû quitter son ancien emploi à cause du scandale familial. Sans argent pour embaucher de l'aide, il a dû tout faire lui-même. L'homme qui était autrefois un enfant gâté, qui n'avait jamais touché à l'eau, devait maintenant apprendre à changer des couches, à donner de la bouillie à sa mère et à la nettoyer. Mes amis m'ont raconté avoir vu un jour Fernando pousser le fauteuil roulant de sa mère dans un parc près de leur modeste appartement loué en banlieue. Il avait l'air vieux et hagard. Ses vêtements étaient froissés et couverts de poussière. Doña Carmen était dans le fauteuil, la salive coulant, ses yeux vides fixant le lointain. Peut-être que dans ces longues nuits de douleur, elle se souvenait des jours où je m'occupais d'elle dans la clinique internationale 5 étoiles, mangeant et buvant en abondance. Mais il était déjà trop tard. C'était sa propre avidité sans fin qui l'avait poussé du sommet de l'honneur à l'abîme de la solitude et de la maladie. En entendant cela, j'ai simplement soupiré et pris une gorgée de thé chaud. Je ne les détestais plus car leur vie actuelle était déjà la punition la plus sévère. Cet automne-là, mon cabinet de conseil et d'investissement a officiellement ouvert ses portes. Le bureau se trouvait au 18e étage d'un immeuble de verre moderne surplombant toute la ville étincelante. Je me tenais devant le miroir, ajustant le col de mon costume blanc. J'ai regardé la femme dans le miroir, elle souriait avec confiance. Ses yeux ne contenaient plus la résignation et la tristesse de la belle-fille dévote d'autrefois, mais la fermeté et le courage de quelqu'un qui avait survécu à la tempête. La cérémonie d'ouverture était intime mais formelle, en présence de nombreux partenaires, amis et personnes qui m'avaient soutenu pendant tout ce temps. En montant sur scène, tenant le micro et regardant les visages familiers, j'ai senti une boule dans ma gorge. Je n'avais pas préparé de discours fleuri, je voulais juste dire les mots les plus sincères basés sur ma propre expérience. Chers invités, ai-je commencé, ma voix résonnant doucement dans la salle, il n'y a pas si longtemps, j'étais une femme qui dépendait complètement du sourire de quelqu'un d'autre pour être heureuse. Je pensais que le sacrifice était la clé pour soutenir la famille, que la patience était la vertu d'une bonne épouse, mais la vie m'a appris une leçon coûteuse. Ne confiez jamais votre vie à la gentillesse des autres, pas même à votre propre famille. J'ai fait une pause, retenant mon émotion, et j'ai continué. Nous, les femmes, pouvons aimer de tout notre cœur. Nous pouvons nous sacrifier pour notre famille, mais nous ne devrions jamais nous perdre. Nous devons avoir le contrôle sur nos finances, nous devons avoir une carrière, et plus important encore, nous devons avoir le respect de nous-mêmes. Quand on se tient sur ses propres 2 pieds, on a le droit de choisir son propre bonheur au lieu d'attendre la charité des autres. Cette entreprise n'est pas seulement ma passion pour les affaires, mais aussi l'affirmation qu'après la pluie, le ciel brille à nouveau, et que nous avons toujours l'opportunité de recommencer avec plus de splendeur. Les applaudissements ont retenti sans cesse. J'ai vu quelques amis les yeux larmoyants. Peut-être ont-ils trouvé un reflet de leur propre histoire dans la mienne. Mes parents étaient assis au premier rang, leurs yeux brillant d'une immense fierté.
Mon père a légèrement hoché la tête, un hochement de tête qui valait plus que 1000 mots. Il affirmait que sa fille avait vraiment mûri et trouvé sa propre valeur. Alors que la fête se terminait et que les invités partaient, je me suis retiré sur le balcon pour prendre l'air. Soudain, une voix grave et familière a résonné derrière moi. Isabella, tu es toujours la même, mais tu sembles briller davantage. Félicitations, patronne. Je me suis retourné de surprise et j'ai reconnu l'homme appuyé sur la balustrade, tenant 2 verres de vin rouge. C'était Alvaro, mon vieil ami d'université et aussi mon amour platonique de ces années-là. Alvaro paraissait maintenant plus beau et plus mature dans un costume élégant, mais son sourire aimable et son regard chaleureux n'avaient pas changé. Alvaro, me suis-je exclamé, incapable de cacher ma surprise. Que fais-tu ici? Je croyais que tu vivais à l'étranger. Alvaro s'est approché et m'a offert un verre de vin. Il m'a regardé intensément, comme s'il voulait retrouver l'ami d'il y a des années. Je suis revenu en Espagne il y a 6 mois. Aujourd'hui, je suis venu en tant que représentant du fonds d'investissement qui est partenaire de ton entreprise. Je ne pensais pas que le monde était si petit. Puisque je suis ton partenaire, trinquons. Le tintement des verres a résonné joyeusement. Nous sommes restés là à nous remémorer le bon vieux temps et à nous interroger sur nos vies actuelles. Alvaro m'a dit qu'il avait divorcé de sa femme il y a 2 ans, ils n'étaient pas d'accord sur leur vision de la vie. Maintenant, il se concentrait sur le développement de sa carrière en Espagne. En entendant mon histoire, il n'a montré ni pitié ni tristesse exagérée. Il a simplement écouté en silence, hochant la tête avec empathie de temps à autre. Tu es très courageuse, Isabella, a dit Alvaro d'une voix sincère. Ce n'est pas tout le monde qui traverse une grande adversité comme la tienne qui a le courage de se relever et de recommencer. Je savais déjà que tu étais une fille forte à l'université, mais je ne pensais pas que tu serais aussi résiliente. Le compliment d'Alvaro m'a fait rougir un peu. Une légère émotion a rempli mon cœur. Cela faisait longtemps qu'un homme ne m'avait pas reconnu et apprécié pour mes capacités et pour qui j'étais vraiment, et non parce que j'étais une belle fille, une épouse ou une machine à gagner de l'argent. Merci, ai-je souri, en regardant Alvaro dans les yeux. La vie m'a acculé. Si je ne me levais pas, qu'allais-je faire? Mais grâce à cela, je sais où se trouve ma propre valeur. Tu es célibataire maintenant. Je le suis aussi, a plaisanté Alvaro, mais ses yeux étaient très sérieux. Qui sait? C'est peut-être l'occasion pour nous de faire à nouveau connaissance. Je me souviens encore que tu aimes le café noir sans sucre et écouter du jazz. Un après-midi de week-end, j'étais assise seule sur le balcon du nouvel appartement que j'avais acheté. Je buvais une tasse de thé à la camomille et regardais le coucher du soleil sur la ville. J'ai acheté cet appartement avec les bénéfices de mon entreprise et une partie de l'argent récupéré de la famille de mon ex-mari. Il n'était pas aussi grand que l'ancien chalet, mais j'ai pris soin de chaque recoin. C'était chaleureux et étrangement calme. Le téléphone posé sur la table a vibré. L'écran s'est éclairé, affichant un message d'un numéro inconnu. Je l'ai pris pour le lire. La première chose que j'ai vue était une vieille photo de Fernando et moi lors de notre mariage. Ce sourire radieux et innocent de ce jour-là semblait si lointain. En dessous se trouvait un court message. Isabella, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Maman ne cesse de parler de toi. Si tu as encore un peu de l'affection que tu avais autrefois, tu pourrais allumer une bougie pour mon père à nouveau. Ma mère et moi sommes vraiment désolés. J'ai fini de lire le message. Mon cœur n'a pas bronché. Je ne ressentais plus de douleur ni de colère comme avant. Son repentir, qu'il soit sincère ou faux, n'avait plus aucune signification pour ma vie. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas non plus supprimé le message immédiatement. Je suis simplement allé dans les paramètres et j'ai choisi de bloquer le numéro pour toujours. Le passé était mort, et je n'avais nul besoin de déterrer des souvenirs douloureux. Je leur avais donné 5 ans de ma jeunesse, 5 ans de sacrifice. C'était plus que suffisant. Maintenant, je ne leur devais plus rien, pas même une bougie en guise de témoignage d'affection. Le silence et l'oubli étaient la vengeance la plus civilisée et la plus cruelle. Le vent de l'après-midi a ébouriffé mes cheveux, apportant l'arôme intense des fleurs sauvages de la rue. J'ai posé mon téléphone, je me suis étiré et j'ai respiré l'air de la liberté. Ma vie était maintenant bien remplie mais pleine de sens. Demain matin, j'avais une réunion importante avec un partenaire, à midi un déjeuner avec mes parents, et le soir,
j'accepterais peut-être l'invitation des Alvaro pour aller écouter de la musique. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, si je me remarierais ou si je vivrais heureux seul. Mais j'étais sûr d'une chose, je ne permettrais plus jamais à la tragédie de la dépendance de me consumer. J'ai levé les yeux vers le ciel. Les étoiles commençaient à briller sur le fond pourpre. Après la tempête, le ciel s'est dégagé et moi, la femme qui avait traversé la ruine, j'ai enfin trouvé la vraie paix dans mon âme. C'était une paix qui avait été échangée contre des larmes et de la douleur, mais qui en valait immensément la peine. Merci pour votre temps.